Et salut les Wargamers, c'est Ivy de French Web Show, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Gros Titi pour vous présenter le Battle Scroll, c'est-à-dire le patch de rééquilibrage pour Warhammer Age of Sigmar qui est sorti mi-février. On est les amis dans la 3e édition de Warhammer Age of Sigmar et on se doute très fortement que la 4e édition est prévue pour cette année. Que si on analyse un petit peu le comportement des Game Workshop à sortir des versions du jeu, que ce soit sur Warhammer 40 000 ou sur AOS, en général on est dans ces eaux-là par rapport à leur espérance de vie. Ce qui est super cool, vous allez voir, c'est que Game Workshop continue d'équilibrer la version et on peut le dire sans aucun doute, on est clairement sur une des meilleures fins d'édition qu'on ait connues. Ouais, absolument, on est du coup dans une édition qui a instauré un système de saison où du coup au départ Game Workshop avait pris un rythme de tous les 6 mois qui ensuite a été pris comme trop rapide. Donc là, on est dans la première saison qui dure 1 an, qui devrait nous emmener du coup jusqu'à potentiellement la prochaine version de Age of Sigmar qui devrait avoir lieu cet été. Et on est sur une très bonne version. La V3 est une bonne version qui s'est équilibrée au fur et à mesure des saisons en utilisant différents systèmes. Changement de règles, mise en avant de certaines unités, battle scroll assez efficace qui pouvait taper dans la méta quand entre guillemets il y avait des choses trop fortes. Rééquilibrer les livres très rapidement, c'est-à-dire on avait des rééquilibrages de livres des fois juste 1 mois après leur sortie, donc ça va très très vite. On laisse pas de choses vraiment désagréables dans le jeu. Et ils ont mis en avant vraiment le côté agréable du jeu de Age of Sigmar et la fluidité durant cette édition. Yes, après il y a toujours des petites verrues entre guillemets, mais quand on regarde même là, on peut par exemple parler de Magotkin of Nurgle, il faut se rappeler que c'est une armée qui fonctionne encore très très bien aujourd'hui, alors que c'est la première vague de livres d'armée sortis. Ouais, absolument. Aujourd'hui, c'est intéressant, c'est que l'écart entre le vraiment top du top, qu'on peut considérer comme les meilleures armées du jeu, et le plus bas, c'est-à-dire ce qui a des ratios de victoire le plus faible, est quand même pas si éloigné que ça. Donc on arrive à quelque chose de équilibré avec des matchs qui peuvent se faire, qu'on peut facilement trouver tendus avec une saison qui va changer ou un battle scroll. Et là, on se remarque que Game Workshop, avec ce battle scroll, a remis une petite pointe d'affinage pour vraiment finir sa saison de la meilleure manière possible. Yes, j'aime bien ce que tu dis, puisque c'est vrai qu'historiquement, Game Workshop ne faisait qu'un changement, c'est les coups en points. Ouais. Or, quand il y a un problème, un défaut d'écriture, tu peux diminuer autant de fois les points, au bout d'un moment, ça devient juste gratuit ou plus cher en euros qu'en points, et ça casse un petit peu le plaisir et l'équilibrage du jeu. Là, ils se sont basés sur leur dernier championnat du monde en solo qui était à Atlanta mi-novembre, et aussi sur le Las Vegas Open qui a eu lieu au mois de janvier. Et vous allez voir, c'est impressionnant comme ils arrivent justement à jongler entre changement de coups en points et aussi vraiment des change rules, donc des changements de règles. Ouais, avant, on avait vraiment des coups un peu de hache plutôt dans la méta en disant on va exploser des unités qui deviennent injouables ou alors on va mettre des coups en points qui sont faramineux et malgré ça des fois ça changeait pas. Là maintenant on touche à des rajouts de scénarios, changements d'artefacts mais qui sont vraiment légers avec des bonnes écritures, réécritures de choses qui n'étaient pas claires, etc. Et des coups en points qui sont légers pour pas tuer les unités, c'est-à-dire ça devient, je peux même plus les mettre sur la table tellement ça a plus de sens, mais je vais juste corriger des listes et du coup aussi on touche aux 2 facettes du hobby, c'est-à-dire je vais toucher suffisamment pour que les compétiteurs ne puissent plus jouer une composition d'armée. Par contre, la personne qui joue tous les vendredis peut quand même sortir son armée dans un format légal sans subir, on va dire, le côté métagame des joueurs compétitifs. C'est à cause de vous, ça. On va maintenant, les amis, rentrer dans le dur de ce Battle Scroll. Moi, ce que je peux vous recommander, en tout cas, c'est de ne pas être attentif. Je sais qu'à chaque fois qu'on arrive à 3 à 6 mois d'une nouvelle édition, on arrête de jouer, ou on observe, on n'achète plus, on se prépare pas, et ainsi de suite. Mais là, vous allez voir, le jeu, il est ultra qualitatif, et il permet une vraie saveur de jeu. Ouais. Et c'est ça qui est très cool, c'est que ça donne pas envie de se dire, attends, moi, je bouge pas une oreille depuis jusqu'à la V4, et j'attends. Là, vous allez voir, on va pouvoir s'y préparer, on va pouvoir monter des collections, on va pouvoir s'amuser avec pour se motiver aussi à les peindre, et il y a une vraie saveur à ça. On va néanmoins pas que se focaliser sur les changements au magenta, c'est-à-dire les dernières mises à jour, on va regarder un petit peu justement ce Battle Scroll dans sa globalité. On va commencer bien évidemment par un changement qui a une petite année, c'est le changement de la cohésion d'unité. On rappelle qu'à Age of Sigmar, à partir du moment où vous aviez 5 ou moins figurines dans une unité, la cohésion d'unité était de 1 pouce et tous les modèles d'une unité devaient être à 1 pouce d'au moins une autre figurine. Le changement, c'est quand vous passiez au-dessus des 5 figurines, donc à partir de 6, vous deviez être à 1 pouce, non pas d'une, mais de 2 figurines. Et ça vous obligeait à recentrer le pack. Là, il y a un changement qui est d'ailleurs peut-être inspiré de Warhammer 40 000 ou l'inverse, je ne sais pas, qui est de se dire que maintenant, c'est à partir du moment où on est au-delà de 6 dans son unité. Ouais, et ça c'est très important parce que ça a impacté beaucoup d'unités d'élite qui pouvaient être boudées auparavant. On pouvait penser aux infanteries monstrueuses ou aux cavaleries d'élite qui en général avaient des packs de 3 ou directement de 6. Et du coup, en fait, on a été très impacté dans ses mouvements et dans sa liberté. Donc là aussi, on augmente le plaisir de jeu d'une grande partie d'une unité. Donc on parle même pas de côté compétitif ou pas, c'est juste aussi, encore une fois, accentuer le plaisir de jouer certaines unités où avant on était tellement contraint que c'était même pas forcément agréable à bouger sur la table parce qu'on devait en permanence checker ce côté un peu micro de maintenir sa cohésion. Là, pour le coup, on a beaucoup plus de liberté, donc on pense
aux unités de Varanguard, de Cochon, de Troll ou ce genre de choses, qui étaient déjà des bonnes unités, mais qui souffraient d'un manque de maniabilité à la table. Yes, le deuxième changement, il va aller très très vite. C'est un changement dans la phase de héros, notamment au niveau du ralliement, c'est-à-dire du soin. Maintenant, on peut plus ramener un certain nombre de figurines à partir du moment où elles ont plus de X points de vie. C'était pour éviter justement la dégénération de relever trop de modèles, surtout à un moment de la méta où en fait on avait des capacités de ralliement qui étaient par exemple passées de 6 sur un D6 à 4+. Ouais, absolument. Mais ça, du coup, c'est bien rentré dans la méta. Ça permet quand même de lisser, c'est-à-dire qu'on peut ramener maximum 10 points de vie. Donc, c'est toujours un mécanisme efficace, mais qui est maintenant sous contrôle. C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir faire des trucs dégénérés, de repasser une unité de 1 PV à 30 d'un seul coup. Ça va prendre 2 phases des roues potentielles pour y arriver. Donc, ça rajoute un petit peu de temporisation dans la puissance d'une règle. Et du coup, on pense que c'est typiquement un genre de règle qui pourrait rester dans une future version, mais dans les règles, on va dire papier et pas seulement via des battle scrolls. Yes. Ensuite, il y avait un changement sur la règle attention messire. Il faut savoir que cette règle a énormément évolué. C'est la capacité de ne pas pouvoir sniper un personnage. C'est-à-dire que si celui-ci est à côté d'une unité amie, alors on ne peut lui tirer dessus que si on se rapproche très très près. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a eu des changements qui étaient apportés donc sur les règles génériques d'attention messire, mais aussi sur la saison, où là pour le coup, les personnages, c'était pas qu'on avait un malus pour les toucher, c'est qu'ils n'étaient pas du tout ciblables. Ouais, et bah là, du coup, je pense que c'est une règle qui potentiellement pourrait rester pour protéger les petits personnages ou sur lesquels on avait du mal à les garder en vie sur toute la partie. Là, tant qu'on est à plus de 12, globalement, avec les armes de tir, on peut pas les cibler. Donc c'est bien parce que ça laisse la magie tranquille et pour autant ça impacte le tir, donc ça a diminué certaines armées de tir à ce moment-là. Yes. Ensuite, modification au niveau de cet artefact générique qui s'appelle le tome de bataille, qui permet à n'importe quel héros de devenir alors un sorcier, qui pareil permettait de synergiser avec la nouvelle édition, mais surtout là une modification qui dit qu'il ne peut plus lancer que les sorts génériques. C'est ça, c'est très bien parce que ça permettait avant, c'était quand même un peu trop fort cet artefact, il était déjà très très joué et ça donnait une beaucoup trop grande adaptabilité en fonction des choix des sorts. Là pour le coup on peut lancer les sorts génériques, donc c'est très bien, c'est toujours très joué, c'est ça qui est assez marrant, mais on va dire que c'est juste maintenant sous contrôle. On continue sur les changements génériques, mais cette fois-ci en s'attardant sur la dernière saison, c'est-à-dire la saison 2023-2024. Yes, absolument. Du coup, là, on a touché à 3 rajouts de règles ou changements de règles. Le premier, c'est on avait un nouveau bataillon qui est arrivé avec Andor sur la dernière saison. Là, il a été changé. C'était un bataillon qui était au départ chasseur de sorciers. Donc, on avait un bonus d'attaque quand on tapait avec toutes ses armes sur un de ses profils sur un sorcier avec une des unités de ce bataillon. Là, en fait, il a été boosté parce qu'en fait, il était très peu joué. Et maintenant, en fait, toutes les unités de ce bataillon, en plus du premier bonus donc d'attaque quand ils vont taper sur les sorciers, vont gagner un 5+ ignore les sorts. Donc, c'est vraiment pas mal. Pour le coup, on pouvait rentrer quand même. C'est juste l'aptitude de corde. Voilà, donc c'est très très bon, c'est bien parce qu'en plus ça buff un truc déjà anti-magie, là on va renforcer encore plus, et du coup c'est plutôt stylé que les unités qu'on peut mettre dedans, on peut protéger des bases unités d'infanterie, des gros packs aussi soit d'infanterie monstrueuse ou quoi, on peut juste pas mettre de cavalerie dedans. Donc, mais c'est une très bon rajout pour faire rentrer, je pense, au bataillon, on va beaucoup plus le voir. Ensuite, on voit aussi l'apparition d'une nouvelle battle tactique qui est de drainer leur pouvoir. Ouais, exactement. Ça va concerner les armées qui vont avoir du coup un Nullstone Amendment. Le Nullstone Amendment, c'était une amélioration que les armées qui n'avaient aucun sorcier avaient le droit de prendre. Elles pouvaient mettre cette amélioration sur un personnage qui n'avait déjà pas d'artefact. Ces améliorations, c'était des améliorations qui contraient globalement la magie, soit en rajoutant des dissipations, soit en empêchant de lancer les sorts adverses, etc. Ce qui est intéressant avec cette tactique, c'est que quand vous allez avoir une armée du coup qui n'a pas de sorcier et qui a accès à cette amélioration-là, vous allez pouvoir, quand vous contestez un objectif, du coup, réaliser cette tactique, c'est une tactique qui est extrêmement simple, parce qu'il n'y a même pas besoin de reprendre l'objectif, mais simplement le contester avec le personnage qui porte cette amélioration-là. Donc c'est une tactique très simple qui va du coup accéder à des armées comme Fire Slayer, Khorne, etc., qui apprécient jouer sans sorcier, et qui du coup vont globalement gagner une tactique ultra simple à faire, pour les renforcer dans la métagamme et puis dans le jeu, on va dire au quotidien. C'est super important parce qu'on rappelle qu'on gagne et qu'on perd à AOS avec tout simplement le point et qu'aujourd'hui on se met souvent en table rase mais on peut quand même largement gagner. Et créer un delta quand on rate une battle tactique de 2 points, ça faisait la différence. Or, il y avait une battle tactique générique qui était tout simplement le fait de lancer un sort sans être dissipé pour 2 points de victoire. Ouais. Donc on le faisait tout le temps T1 parce qu'on s'était déployé à plus de 30 d'une capacité de dissipation. Ouais. Et là maintenant ils vont pouvoir le faire aussi. Et c'est super important. Ouais, c'est très très bien. Et du coup ça booste vraiment les armées qui prennent l'autre focus. Et du coup ça peut donner envie à des armées qui n'avaient pas forcément pris ce truc-là parce qu'ils disaient j'ai pas forcément d'avantage à jouer sans magie.
bah là on peut se dire, on peut penser par exemple au Sob qui des fois prenait le tome arcanique dont on a parlé, qui vont dire bah cette fois je vais pas le prendre parce qu'en plus ça va m'ouvrir une nouvelle tactique, donc ça va vraiment compléter tout le panel de tactiques que je peux faire dans la partie. Est-ce que tu penses que toi ça va booster certaines armées qui n'ont pas de sorcier? On va penser par exemple au Son of Behemoth, au Fire Slayer, je les ai déjà cités, et aussi par exemple à Khorne qui normalement ne souffre pas d'un fraude de la magie puisqu'elle a énormément de règles pour, mais qui au niveau de son scoring pouvait jalouser on va dire l'aspect générique. Ouais, bah Khorne globalement il lui manquait une battle tactique, un peu comme Fire Slayer, donc eux ça va globalement booster. Sob avait pas de problème, mais on va dire en certaines situations pouvait être un petit peu embêté. Ça va tout simplement lui finir globalement sa capacité à être très très bon en scoring. Donc je pense que ces trois-là, ce qui est intéressant c'est que ça va peut-être ouvrir aussi de nouvelles armées qui pouvaient jouer sans magie. On peut penser par exemple à des idonettes ou à des armées comme ça qui pouvaient se dire bah tiens, je peux faire des compos sans magie, c'est pas dramatique, et qui là du coup vont s'ouvrir une tactique. Ça peut être une bonne open qu'on voyait pas forcément sur certaines compositions. Yes. Ensuite, petite modification au niveau du scénario du flux de pouvoir, puisque avant c'était un scénario qui vous donnait un bonus de 1 point de victoire à chaque fois que vous détruisiez un sorcier, et c'était une fois par tour, donc vous pouvez marquer 2 points par round de bataille. Maintenant c'est capé, c'est quel que soit le nombre de sorciers que vous avez tués sur le même round, ça sera 1 point. Ouais, c'est bien parce que ça pouvait entre guillemets endommager des armées qui avaient beaucoup de sorciers, qui du coup donnaient trop de points. Comme c'est déjà un scénario, on met pas beaucoup de points durant la partie parce qu'il n'y a pas énormément de points à tenir, parce qu'entre guillemets on est soit sur 1 point, soit sur 2, et c'est difficile parce que la game est assez polarisée. En général, chaque armée arrivait à tenir un seul point. Bah là, ça va réduire l'écart entre les armées qui avaient des sorciers et celles qui n'en avaient pas. Ensuite, modification sur le sort persistant des Malevolent Maelstrom qui maintenant en fait fait des dégâts non plus à 12 pouces mais à 9. Ouais, absolument. Donc ça a été un sort qui était très prisé par les grosses armées magies. On pense à Luminette, Séraphon, qui globalement était un sort qu'on gonflait petit à petit en lançant des sorts ou en tuant des figurines autour de lui, et qui ensuite explosait et touchait toutes les unités qui étaient dans un rayon de 12 pas, et qui en plus infligeait des 3 blessures mortelles à tout le monde et 3 blessures mortelles aux sorciers. Donc on avait certaines armées qui avaient une capacité à assassiner très vite et très tôt dans la partie. Là, pour le coup, on va passer de 12 pas d'explosion à 9 pas. Alors, c'est un bonus et un malus en même temps, parce qu'en fait, le bonus, du coup, c'est que globalement, on va moins se blesser nous-mêmes. Donc, pour certaines armées, c'était assez précieux, notamment les Séraphons ou les Luminettes qui le jouaient. Et derrière, par contre, c'est un petit malus, parce que du coup, la portée d'assassinat, notamment au premier tour ou au deuxième tour, qui pouvait être assez désagréable, est un petit peu réduit, donc on a plus de facilité à se protéger de ce truc-là. Donc ça, c'est une très bonne réécriture, qui entre guillemets nous désavantage pas, ça ne devient pas injouable, mais par contre ça devient plus agréable à affronter, et globalement c'est aussi un avantage pour même ceux qui le jouaient. On a fait le tour les amis des changements au niveau des scénarios ou des règles génériques. On va maintenant s'arrêter sur chacune des factions. On va commencer par la grande allégeance du chaos avec les Blade of Khorne. Une modification au niveau du coup en points, c'est-à-dire des Claw of Karanak qui sont passés de 100 à 120. Et ensuite modification aussi au niveau du Battle Tome, notamment avec la règle de haine contre la magie. Ouais, donc la première chose c'est la haine contre la magie, ça a changé pour une seule raison, c'est que les derniers Khorne justement, comme ils avaient un problème de battle tactique, ils avaient tendance à rentrer des sorciers pour les aider. Donc on avait Tedra qui était du coup une bande Underworld, sinon après on avait une bande Warcry aussi de Zinj qui venait les aider. Ça leur permettait de fiabiliser leur tactique du tour 1 où ils avaient en général un peu de difficulté. Et puis il y avait des petites combinaisons qui étaient quand même sympathiques, qui ont plutôt perf en tournoi. Et donc globalement ils ont dit allez, on va arrêter tout ça, on va vous donner une tactique que vous recevez, et en contrepartie, on arrête le reste. Puisque maintenant, à chaque fois qu'un sorcier va lancer un sort alors qu'il est dans une armée de Khorne, sur un 5+, Khorne va lui dire « T'es dans une armée de Khorne, tu lances pas de sort ». Voilà, donc ça, déjà, c'est terminé. Donc ça veut dire que si vous tentiez de dire « Je vais lancer un sort, il va pas te dissiper », là, sur un 5+, votre armée vous dit « Tu feras pas de battle tactique ». Donc c'est un peu triste, mais ils ont gagné à contrario une autre battle tactique. Donc ça va. Et après, sur les changements en points, Claw of Karanak, c'était une unité du coup qui avait un mouvement d'avant-garde, donc ça veut dire qu'elle pouvait bouger avant le début de la partie. Et donc ça permettait à Khorne globalement de quand même se projeter pour entamer ses jobs de contrôle ou de prise d'objectif ou de mise en place de tactique un tour plus tôt. Et en plus c'est assez marrant, là c'est vraiment de la finesse, c'est que globalement Game Workshop a vu que les armées qui composaient ce type d'unité avaient un taux de victoire qui était plus élevé. Donc le fait est que c'était peut-être une unité qui était un peu plus tactique à jouer, un peu plus technique, mais globalement elle a augmenté pas mal le style de défense de Khorne et le côté contrôle. Donc ils ont décidé de taper juste sur celle-là. C'est bien parce que Khorne n'avait ni besoin d'être trop
désavantagés au niveau des points. Ils ont été plutôt boostés. Alors, une nouvelle tactique, etc. C'est vraiment bien. Donc, franchement, pas grand-chose. J'ai une question pour toi. Là, on voit une augmentation du coût en points d'une unité qui coûte pas très cher. Ouais. Aujourd'hui, quand on regarde le nombre de pauses, c'est-à-dire le nombre de ressources différentes sur AOS, on voit que les armées qui ont dans leurs entrées des unités pas chères, c'est vraiment bon. La demande en général de la battle tactique, c'est pas de voler un point, c'est-à-dire c'est soit de le contester, soit d'aller prendre des positions au sein de la table. Ouais. Mais donc, les petits effectifs sont récompensés parce que meilleure manœuvrabilité et aussi, ça t'engage pas trop de ressources en termes de coût en points. Moi, j'ai toujours tenu rien parce que tu l'as montré par exemple d'unités comme les Nurgling, c'est un calvaire à gérer pour l'adversaire parce qu'il doit être beaucoup plus de points que le coût de son unité pour la gérer, alors que c'est souvent placé à des endroits où tu veux juste le deny certaines battles tactiques. Ouais. En fait, Korn, en plus, il y a deux optiques. Soit on va avoir des armées où il va y avoir beaucoup d'unités sur la table et on va jouer beaucoup sur la dîme 200, donc ce mécanisme où dès qu'on perd des unités, on va déclencher des effets de Korn. Soit on va avoir des unités un peu plus énervées à base de pack de 20 sanguinaires, un peu plus violents, et donc, mais on aura toujours une toute petite dimension contrôle. Donc je trouve que là, pour le coup, il tape dans le... Enfin, franchement, ça touche pas grand-chose. Korn a toujours accès à des unités à 70 et 80 points s'ils ont envie vraiment de stacker. Donc on casse pas une mécanique de jeu, on touche juste une unité. Franchement, je suis même pas sûr que les joueurs Korn, ça leur change quoi que ce soit à leur vie. Sachant qu'ils avaient déjà, ceux qui voulaient jouer beaucoup d'unités, ils en avaient vraiment énormément sur la table, donc c'était pas très grave. Ok, on va maintenant changer de et on va passer justement à Maggotkin of Nurgle, où là pour le coup déjà ça fait plaisir parce qu'on a que des diminutions de coût en points, sauf pour le Moby Dex Twiceborn qui lui a pris 10 points, mais sinon globalement c'est une diminution de quasiment 15% sur quelques entrées. Ouais, alors en fait c'est assez marrant parce qu'ils ont touché à une des règles principales de l'armée, qui est du coup la règle du Slow Pity. Donc le Slow Pity, pour essayer de résumer ça, c'était un démon avec sa petite cornemuse qui déclenchait un effet à la phase de combat qui faisait qu'on ne pouvait pas se rapprocher des unités avec lesquelles on était engagé, qui étaient démons. Je simplifie, mais ça ressemblait à peu près à ça. C'était un mécanisme qui était, entre guillemets, extrêmement frustrant. Et Game Workshop a tapé sur ça en expliquant pourquoi ce qu'ils l'ont fait, c'est que c'était un mécanisme qui ne mettait pas de plaisir à la table parce que c'était très très technique, pas forcément facile à expliquer. Ça bénéficiait globalement à des joueurs extrêmement attentifs à la micro-gestion de leurs unités et qui du coup paralysaient le jeu. C'est-à-dire qu'on empêchait les gens de jouer en globalement les empêchant de bouger. Et du coup, ce qui se passait, c'est qu'on engageait des unités, les personnes ne pouvaient pas vraiment faire de mouvement d'engagement ou alors étaient très limitées là-dedans. Et donc ça finissait en je contrôle les objectifs, tu peux pas vraiment me taper. Voilà, donc on va rester comme ça et tu vas perdre la partie. Donc globalement, là, ce qui est intéressant, c'est que Game Workshop tape dans le plaisir de jeu. C'est-à-dire qu'en fait, ils se disent, les règles, c'est sympa, c'était technique, c'est cool. En fait, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est que les jeux prennent du plaisir à jouer. Donc on enlève ça et on remplace ça par une bulle. Donc la même bulle avec le même espace de 14 pas autour de lui, qui sera un -1 à la touche pour les unités Nurgle. Donc déjà, c'est intéressant parce qu'on enlève une règle de frustration pour la remplacer par une règle plus commune de -1 à la touche, mais qui est quand même bonne avec l'armée. Donc c'est pas une pièce qui est à jeter à la poubelle. Donc c'est pas genre, tiens, j'avais des slow pity, je peux plus m'en servir. Le juge de paix, c'est est-ce que tu as envie de le jouer ce bonhomme? Tu peux, en tout cas, avant, soit on le jouait, soit on l'invoquait. Donc du coup, là-bas, moi, dans un match-up qui va être très corps à corps, où les gens vont avoir par exemple une touche à 4 ou des choses comme ça, est-ce que je vais peut-être le garder pour essayer de maintenir mon côté résilient, c'est-à-dire j'ai une protection, je rajoute un -1 à la touche, c'est plutôt sympa. Donc ils ont bien touché, je trouve que c'est vraiment très bien. Et après, sur le côté coup en point, c'était une des principales forces de Nurgle, c'était ce petit gars-là. Donc derrière, si on leur avait en plus tapé dessus sur les points, là, entre guillemets, on disait, l'armée, laisse tomber. C'est bien parce que tu l'avais dit en début de vidéo, on n'est pas sur cette notion de nerf hammer qu'on a pu connaître de la part des Game Workshop. C'est-à-dire, non seulement on te change tes règles, et en plus on te défonce en points. Donc là, pour le coup, il n'y a plus aucune saveur. Là, ils ont réussi à jongler, c'est intéressant. Ouais, et du coup, en fait, Nurgle, au premier abord, tout le monde a dit, ouais, Slow Pity est mort, du coup, c'est terminé. Puis avant, on voit les joueurs Nurgle, ils sont là. Pas tant que ça, les gars, parce qu'en fait, avant, ça nous donnait un petit côté un peu pété et frustrant. Là, on est juste une armée forte, moyenne forte, quoi. Donc on se débrouille bien. On est juste différent. Voilà. Et donc du coup, les listes vont changer. Et puis maintenant, ça coûtait quand même plus d'une centaine de points d'avoir un Slow Pity. Là, on va le retirer. Est-ce qu'on va pas rajouter une unité? Donc ça va quand même être sympathique. Changer des builds. On avait des builds intéressants autour de surtout de grosses figurines. Je pense qu'ils vont rester. Et puis les builds un peu moins agréables à base de gros pâtés de porte-peste ou beaucoup de bêtes de Nurgle, par contre, vont être un peu touchés. Puisque ces unités-là, elles ont été pas touchées en points de manière significative. Yes. On va maintenant passer aux Zombets, c'est-à-dire aux Beast of Chaos. Ouais. Modification intéressante, déjà les Bestigors qui vont perdre 20 points, mais surtout, encore une fois, changement de règle, on va voir la range d'attaque, c'est-à-dire la portée d'attaque des Gore et des Tsingor passer à 2 pouces. Ouais, et en fait, ça, on va le voir, qu'on va le retrouver plus tard dans le Battle Scroll sur d'autres unités. Vraiment, c'est une demande qu'il y a depuis pas mal de temps, c'est-à-dire que la range d'attaque, alors ça peut paraître rien pour la plupart des gens qui jouent peut-être de manière tranquille, mais
souvenez-vous du nombre de fois où vous n'avez pas pu faire taper toute l'unité. Voilà. En fait, quand on charge avec une unité, on va prendre simplement de 10 figurines, donc de Tsangor, etc. Avec la cohésion d'unité, si on était un peu gêné par un décor et qu'on ne pouvait pas parfaitement s'aligner, et en plus ça prenait une blinde de temps parce que vous deviez faire, et alors je me mette en nid d'abeille pour pouvoir taper avec tout le monde, donc ça fait des micro-réglages, et pour le coup qu'on essaye de jouer quand même avec les règles du jeu où il faut quand même que je sois à un pas des figurines, ça prend déjà une plombe, c'est pas très intéressant d'un point de vue technique, et ça ralentit le jeu. Voilà. Là on gagne aussi en plaisir de jeu, c'est-à-dire que j'arrive, je mets mes figurines, mon premier rang est collé au tien, le deuxième est juste derrière, je peux taper avec tout le monde. Donc je gagne en vitesse de jeu, en plaisir, en simplicité pour mon adversaire aussi, parce qu'il y a moins de calculs savants à faire pour savoir comment est-ce que je peux te gêner pour pas que tu puisses taper avec toutes tes unités. Et en plus, je peux accéder à taper sur d'autres figurines potentiellement, d'autres unités, et je vais pouvoir taper avec tout. Donc aussi, on augmente globalement la létalité des unités, qui était déjà très bonne. Sur ces unités-là. Parlons des hommes bêtes en sens général. C'est-à-dire qu'en fait, quand l'armée était sortie, je me rappelle que c'était que des mécanismes frais. Il y avait des mecs qui pouvaient balancer des mortels depuis l'extérieur de la table, puisque c'était une armée qui était basée sur l'aspect un petit peu anxiogène de pouvoir arriver de n'importe quel bord de table et ainsi de suite. C'était fort sur le papier, mais c'est pas une armée qui est très populaire, et donc en fait, on n'a pas pu beaucoup les voir. Ouais, c'est une armée qui a un style de jeu particulier, qui est toujours, comme tu le disais, aussi anxiogène. Ça marche toujours bien, ça met toujours une pression qui est assez impressionnante à la table. C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un qui joue contre un homme bête, en général, il est tout empaqueté comme ça et il attend un peu le tour 2. Le problème qui est arrivé, c'est qu'on s'est vite rendu compte que l'homme bête pouvait être un peu limité dans le choix de l'initiative du tour 2. En fait, comme il est obligé d'arriver avec toutes ses unités, parce qu'il peut avoir toute son armée hors table, au tour 2, forcément au plus tard, malheureusement, le jet d'initiative du T2 pouvait être tellement impactant. C'est-à-dire que quand on laissait le joueur en bête jouer et qu'on était toujours en forme de château, c'était très compliqué. Maintenant, c'est une armée qui est extrêmement technique, extrêmement punitive, qui peut offrir des victoires très rapides, parce que dès que vous faites une erreur de mouvement, de déploiement ou quoi, la game peut se clôturer instantanément. Donc il y a vraiment ce côté, mon armée en embuscade, elle n'est pas bien ordonnée, je me fais savater en pleine forêt par des mecs à tête de bouc. Bon, c'est quand même un peu vénère. Donc c'est une armée que je trouve passionnante à affronter et à jouer, parce que tout est une affaire de choix, de décision et d'erreur. Voilà. Donc elle est toujours très bonne, faut pas la sous-estimer. Et en général, les gens qui la jouent sont des joueurs qui aiment bien justement le côté technicité et créer des erreurs ou des failles dans le système adverse. Maintenant, on passe sur un autre dieu, c'est-à-dire le dieu cornu avec les Skaven. C'est rigolo puisque je rappelle que les Skaven avaient fait énormément de bruit puisqu'on veut dire que c'était pas une armée qui était très observée en compétitif et qui fait la surprise au dernier Atlanta, donc au dernier championnat du monde en solo, notamment avec une seule liste, c'est-à-dire les listes qui avaient 2 cloches. Là, ce qui est plutôt positif, c'est qu'on voit que c'est une diminution globale en fait d'énormément justement d'entrées dans le livre d'armée, sauf pour justement la cloche hurlante. Ouais. Et alors attention, ça n'est pas un bug, on voit que les plaques Mong sont passées de 90 à 180 points, mais c'est normal, c'est parce qu'en fait ils ont passé les effectifs de l'unité de 10 à 20 pour vraiment avoir une unité qui nativement peut swarm, c'est-à-dire vraiment engluer. C'est ça, donc cette unité-là, donc il n'y a pas de nerf ou quoi, c'est juste qu'ils vont passer en effectif minimum, donc quand vous les payez la première fois à 20 figurines, donc vous pouvez monter, comme ça peut être des lignes, de 20 à 40, puis potentiellement à 60, donc ça peut faire des belles unités avec beaucoup de monde sur map, et c'est bien parce que ça s'aligne avec les guerriers des clans qui étaient déjà fournis par 20 quand on les achetait, donc ça fait que toutes les unités de masse Skaven commencent à 20. Donc ça augmente le côté, comme tu disais, swarm, et puis étendue drap qui s'étend à l'horizon. Et cette armée, alors Skaven, c'est le bug dans la matrice, c'est-à-dire que c'est maintenant, je pense, un des livres les plus vieux, qui a une des plus vieilles écritures, et qui traverse les générations avec une espèce de bande de joueurs fanatiques qui continuent de perfer à droite à gauche en redécouvrant leurs livres à chaque fois, avec des entrées qu'on avait oubliées. Avec un bout de gruyère. Ouais. Et paf, clap. C'est con, ce Skaven. C'est con, mais pas tant que ça. Parce que les mecs ont quand même des canons comme As, des encenseurs à peste et tout. Non, c'est vraiment une armée qui s'intègre parfaitement et qui est une armée historique qui est vraiment trouve toujours sa place dans le panel compétitif et même passionné du jeu parce que ils ont une multitude d'entrées avec une multitude de clans, de règles spé, de machin qui fait qu'on n'arrive pas à les calmer. En fait, dès que vous tapez un endroit, ils ressortent d'un autre tunnel avec une nouvelle arme, une nouvelle liste et tout. Donc à Atlanta, c'était effectivement les cloches qui étaient arrivées et on s'était dit mais qu'est-ce que c'est cette liste pourrie? Bon en fait non, c'est super fort, mais c'est normal parce que c'est Skaven. Et maintenant là ils ont tapé un peu dessus. Mais ils ont baissé le reste des coups en points, donc finalement on voit d'autres nouvelles listes émerger. Moi j'ai affronté des listes par exemple avec des Raogres, avec des maîtres de la meute Moulder qui leur apportent des modifications. Bref, tout est faisable, les joueurs Skaven c'est vraiment une race de joueurs à part. Et donc et l'armée c'est pareil. Donc non, l'armée est toujours très bonne. N'hésitez pas si vous
tombez amoureux de l'armée, vous pouvez vous lancer dedans. Elle n'est pas lâchée par Game Workshop. Il y a toujours des sorties de Band Underworld, etc., qui d'ailleurs sont excellentes. Ils ont quand même réussi à baisser. D'ailleurs, Scrabik, le fameux petit moine de la peste avec sa petite bande, qui est juste exceptionnel et qui a baissé en points. Donc c'est pour vous dire qu'il y a même des buffs sur les trucs qui étaient surjoués, qui étaient trop forts. Donc voilà, il y a des choses à redécouvrir. On va mettre les cloches un peu de côté. Et puis on va redécouvrir d'autres unités. Ensuite, au niveau de leur scoring, ils ont quand même modifié la battle tactique de fuyez, qui avant demandait à une unité et un personnage de désengager. Maintenant, c'est tout simplement 2 unités Skaven ou plus. Ouais, voilà, donc c'est super. En gros, ils gagnent une battle tactique beaucoup plus simple à faire, qui est en plus simple à faire que la générique, qui est de double fuite, double charge avec des unités différentes. Là, ils gagnent tout simplement un double fuite, sachant que les Skaven ont des mécanismes de retraite avec tous leurs personnages s'ils veulent pas combattre, et des unités qui ont de la retraite et charge dans leur armée native. Donc là en plus c'est simple parce que du coup on va pouvoir retraite et charge avec les mêmes unités, ça passe quand même pour la battle tactique. On va pouvoir charger et retreat dans le même tour, avec, encore une fois pour simplifier. Top, sachant qu'ils avaient déjà un bon scoring, notamment grâce aux prières, etc., qu'on a pu voir à Atlanta. Bon bah ça continue, ils lâchent pas le truc. Yes, on passe maintenant au dieu générique avec les STD pour Slave to Darkness. 2 changements de coût en points, une baisse de Archaon qui est passée de 860 à 820 et une augmentation par contre de Tedra qui elle est passée de 160 à 180. Et modification aussi, alors cette fois-ci en Change Rules, au niveau du nombre d'attaques du Prince Démon. Ouais, donc le Prince Démon qui a été déjà une nouvelle figurine, incroyable. Plusieurs façons de le monter, des effets différents avec les marques, donc une unité qu'on avait très très envie de jouer, malheureusement qui tapait, mais alors comme une moule. Alors c'est quand même il est quand même arrivé à un des stades d'évolution magnifiques de nos amis Gaïa du Chaos. Il est en haut de la pyramide alimentaire. Exactement. Et donc du coup ce qui se passe c'est que là, quel que soit le profil d'arme qu'on va prendre, il est boosté, donc on passe soit en fonction du profil d'arme qu'on va prendre, on va soit avoir 7 attaques, soit 12. Ce qui est bien c'est que c'est du flat 2 avec ou sans rend, avec des bonnes stats de touche et de blessures. Donc franchement c'est très bien, ça booste l'unité, je pense qu'on va beaucoup en revoir. Et même en plus on peut le mettre en allié dans plein d'autres factions, parce que vous pouvez le mettre, si vous le marquez, vous pouvez le mettre en Slanesh, en Nurgle, en Khorne, etc. Il donne des petites combinaisons intéressantes. Et après, baisse en point d'Archaon, magnifique, c'est quand même une très très bonne figurine, entre guillemets le grand méchant du chaos et de la grande alliance chaos, qu'on peut rentrer en plus dans toutes les sous-allégeances, etc. Donc il est excellent, et puis le baisser en points, ça permet aussi de faire ressortir des listes Slave to Darkness avec ou en allié avec dans d'autres sous-agences. Moi j'adore, et puis il est très très bon, hein. On peut se dire l'œil de Sheran, toutes ces habilités qui lui permettent de dicter les initiatives, de pouvoir choisir des marques en début de partie et tout, c'est vraiment très bon. Et puis après, on tape dans Tedra. Alors Tedra, c'est une unité qui était peu jouée, peut-être que même il y a plein de gens qui regardent la vidéo qui sont joueurs Slave to Darkness qui la connaissent pas. C'était une unité en fait Warcry ou en tout cas Underworld qui permettait d'avoir une petite sorcière qu'on mettait en corne en fait pour pouvoir jeter un sort et du coup avoir accès aux tactiques. Comme je l'ai dit auparavant, c'est plus faisable, en tout cas c'est plus aussi fiable et ça restera du coup que du modélisme ou de la passion de la jouer dans ce domaine-là, mais ça reste une bonne unité. Yes, Slave to Darkness qui s'était sorti en fin d'année dernière. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui du positionnement des STD? Le livre il était ultra riche et pourtant on ne voyait qu'une seule unité, c'est les Varangua. Ouais, bah en fait c'est toujours un peu le cas. C'est un peu le problème, c'est que le livre, c'était un des livres peut-être les mieux écrits, les mieux équilibrés à sa sortie, avec une richesse de rejouabilité et d'unité qui était vraiment extrêmement vaste. Malheureusement, en fait, peut-être cette polyvalence et le fait que ça a été extrêmement bien designé au tout départ a fait qu'il a jamais vraiment réussi à percer, à part des listes très full cavalerie, très offensives, avec vraiment un système de jeu qui était très agressif. Et malheureusement, toute la profondeur, on a pu voir des choses autour de Band Warcry avec des armées, mais qui étaient extrêmement chères à monter, qui était aussi un style sur lequel on se reconnaissait pas forcément avec des bandes de maraudeurs, mais bon, clairement, moi j'ai toujours trouvé que le livre Slave to Darkness, il a jamais trouvé la place de la qualité de son livre. C'est assez marrant, c'est qu'on avait un livre d'une grande qualité, mais qui finalement était peut-être d'une trop grande qualité pour arriver à percer. C'était assez marrant ici. En fait, c'est pas un livre qu'on aurait pu voir écrit par Game Workshop, qu'on critique souvent par je sens un livre, c'est fort, etc. Bon, en fait, lui, il est sorti, il était juste ok, et en fait, il est resté ok. Donc aujourd'hui, quand vous affrontez un STD, c'est une bonne armée, qui a rien d'incroyable, et du coup, il est toujours bien lisse. Donc en soi, c'est très agréable parce que les joueurs STD, ils ont jamais vraiment pris de nerf, ils ont toujours pu jouer toutes les unités qu'ils voulaient, toutes les moutures, changer de sous-agence, faire tout ce qu'ils voulaient, mais sans jamais vraiment overperformer. Voilà.
Ok, on revient aux autres dieux avec les Disciples of Zinch. C'est intéressant, il faut savoir que c'est certainement l'armée qui, je vais pas dire a cassé AOS, mais en tout cas elle a changé justement de sa direction qui était quasi parfaite en termes d'équilibrage, puisque ça a été l'apparition des tactiques et des grandes stratégies un petit peu cassées, puisqu'on s'assurait 3 points de victoire très facilement avec des dés, où en fait on avait juste à pas les utiliser, c'était 3 points cadeaux, et pareil un bon nombre de tactiques. Ensuite derrière ils avaient pris un petit nerf, on les avait un petit peu moins vus, mais comme ils étaient toujours bons scoreurs, ça restait quand même une armée qu'il fallait pas sous-estimer, et là on voit que pour 4 entrées, on va avoir une diminution de coûts en points à hauteur de 5 à 10%. Ouais, donc en fait, globalement, le truc, c'est que les armées Zinch, du coup, ça n'a pas trop échangé. Moi, je pense considérer que Games se dit que Zinch, c'est OK, qu'il faut pas toucher. Voilà. Et ce type de changement-là me fait dire que ça va un peu dans le même sens. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est une armée qui considère faire des résultats corrects, qui sont dans ce qu'ils recherchent d'une armée de Age of Sigmar, qui est bien intégrée à leur metagame, qui a effectivement un scoring qui est simple, mais qui a beaucoup de galères sur l'attrition. Et puis maintenant, on se rappelle qu'ils viennent quand même de rentrer des boosts anti-magie, soit via la tactique, soit via, entre guillemets, la règle du bataillon de chasseurs de sorciers. Donc globalement, si vous tapez dans l'armée, ça va encore plus l'affaiblir. Donc ils disent, voilà, elle est bien dans la méta. On a mis un petit peu un buff sur des mecs anti-magie, donc c'est plutôt fort contre elle. Donc on va pas non plus trop la toucher. Et on va la laisser là où elle est, devrait flotter dans un rythme à peu près équilibré. Je trouve ça bien parce que du coup ça veut dire qu'ils se disent qu'ils ont amené l'armée au bon endroit et donc qu'ils font pas des gros changements qui pourraient perturber en mode tiens on baisse ça, d'un seul coup ça devient complètement pété parce qu'ils n'avaient pas vu un truc. Là du coup ils touchent pas, ils disent c'est ok, on touche pas. Et on va terminer avec le dernier dieu, pas de changement de règle cette fois-ci, mais juste une diminution de coûts en points qui va de 5 à 8%. Ouais, c'est une bonne diminution. Slanesh qui ne fait que descendre depuis quelques versions parce que quand ça a commencé, on s'était dit les règles sont très bien, mais il n'y a rien sur table, donc on n'arrive pas à grand chose pour exploiter le potentiel du livre qui est pourtant extrêmement bon. Et là, du coup, on va rester comme ça, c'est-à-dire qu'ils considèrent que le scoring est ok, mais on baisse un petit peu les points sans faire de très très gros changements pour éviter quelque chose de dégénéré. Et bon, on sait que Slanesh est une armée extrêmement technique avec qu'il faut utiliser, c'est vraiment un scalpel et une armée qui est très chirurgicale, qui peut faire très mal, mais à un seul endroit donné, et qui va durer dans la partie avec ses points de dépravation, qu'il va falloir accumuler pour pouvoir débloquer vraiment toute la quintessence de l'armée. Là, du coup, il baisse, donc c'est pas mal, parce que je pense que Slanesh, petit à petit, après baisse, revient sur le devant de la scène, avec des compositions qui vont vraiment être maison. On a vu quelques petits joueurs Slanesh qui commencent à revenir avec des compositions qu'on n'avait pas vues depuis longtemps, à base de, des fois, plusieurs gardiens des secrets et tout. Donc je pense qu'il y a des choses qui vont émerger, et je serais pas surpris de voir des petits Slanesh au championnat du monde surprendre. Surtout qu'il faut quand même avoir l'habitude de jouer contre parce qu'il y a plein de mécanismes assez techniques et eux par contre les joueurs ont en général entre guillemets, plein de connaissances de leur potentiel. On va changer les amis d'allégeance, on va passer sur la grande allégeance de l'ordre, en commençant bien évidemment par les Stormcast. Pas de modification si ce n'est la range d'une arme, encore une fois pareil qu'ils ont passé de 1 à 2 pouces. Mais en tout cas au niveau des changements de coups en points, que des baisses globalement sur 6 entrées. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Et pareil, on parlait tout à l'heure de Maggotkin of Nurgle, qui était justement la première vague de livres d'armée. Et cette première vague, elle était apparue avec les Stormcast, quelque chose comme 5 mois après justement le début de l'édition. Les Stormcast, est-ce qu'ils sont toujours menaçants? Est-ce qu'on peut toujours tout jouer par rapport au nombre d'entrées justement de ce livre, et est-ce que la diminution de coûts en points vont changer les visages des listes? Ouais, est-ce que les Stormcast ils font leur grand... Les Stormcast ils font leur grand retour dans la méta. C'est super parce que c'est l'armée étalon, il y a plein de gens qui ont commencé avec ça, c'est dans la boîte de base, il y avait les collections entre guillemets achètes qui permettaient quand même d'en avoir, donc c'est top. Ils reviennent pourquoi? Il y a plusieurs raisons. La première, on peut prendre cette baisse de coûts en points qui est significative notamment sur des modèles assez iconiques comme Karazai et Krondys, donc les deux entre guillemets frères dragons qui sont des figurines sublimes, qui ont des super règles, qui étaient déjà tout à fait jouables et qui en plus la prennent une petite baisse, donc c'est bienvenu. Ils ont leur nouveau petit copain, Ionus, qui est arrivé dans la même vague que Beltanos chez Sylvanet, qui est une figurine exceptionnelle en termes de gameplay, de jeu, de figurines même, etc. Donc c'est top, ça leur a redonné un second souffle. Et ils ont cumulé avec le dernier Battle Scroll, qui date quand même de septembre, où ils avaient gagné une battle tactique. Et en fait, on se rend compte que finalement, quand on commence à empiler les petites briques comme ça, on a une armée qui est devenue très très bonne, très jouable, qui peut rivaliser avec tous les gros du metagame d'aujourd'hui, sans sourcils, que ce soit d'un point de vue létalité, contrôle de points, scoring, etc. Donc clairement, c'est top. Rejouer Stormcast pour ceux qui les ont peut-être mis de côté parce qu'ils avaient beaucoup de mal à tenir face aux nouvelles armées. Maintenant, c'est devenu
vraiment bon. Ensuite, on va passer du côté des AELF, c'est-à-dire avec les Luminettes. Ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est Spoon, aujourd'hui un joueur français qui est champion du monde depuis Atlanta, donc depuis mi-novembre, avec justement une liste Teclis. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on s'attendait tous à ce qu'il y ait justement un nerf. Alors, soit c'est un nerf qui est appliqué aux armées qui n'ont pas de magie, puisque, qui vont pouvoir contrer, entre guillemets, les sorts qui peuvent être impactés par elles sur un 5+, s'ils décident de le faire. Mais surtout qu'on s'attendait à ce que l'armée championne du monde se fasse nerf, alors qu'en fait, c'est que des boosts. Donc ça veut dire que, pour le coup, c'est lié au talent de Spoon et pas au fait qu'il y avait un bug dans la matrice. Et déjà, c'est plutôt cool, déjà, de voir ça. Est-ce que tu penses que c'est justifié? Est-ce que c'est objectif? Et qu'est-ce que tu penses aussi, justement, de la diminution de coût en points? On voit, par exemple, que Teclis perd 20 points. On voit que l'Hurricane Windmage, c'est-à-dire le mec sur son nuage, a perdu aussi 10 points. Et comme le sort persistant Amintok, qui lui aussi, alors lui, il a perdu 33% de points. Ouais. Bon, ce qui se passe, c'est assez intéressant, comme tu le dis. On se rend compte finalement que Game Workshop a aussi un retour, je dirais, éclairé sur ce qu'ils font. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on gagne les championnats du monde en solo à Atlanta qu'il faut péter l'armée qui a gagné. Il fallait péter les Skaven parce que ça donnait un style de jeu qui était désagréable, etc. Et donc ils ont tapé sur le peu de figurines qui rendaient les listes pas agréables. Ici, on est dans une armée qui finalement était sous contrôle, qui nécessitait beaucoup de talent, qui était une liste qui a perfait. Un homme qui a perfait, un seul, un Français. Par rapport à plein de sous-performances du reste des joueurs Luminettes dans d'autres tournois qui n'ont pas réussi à décrocher des victoires, donc à faire 5 victoires, 0 défaite, ou à même amener jusqu'aux 4 victoires, 1 défaite, mais à avoir des gros scores en tournoi. Et donc finalement, ils se sont dit, ok, il y a un mec qui a gagné, il est fort, c'est pas pour ça qu'on va péter son armée. Regardons plutôt en global, donc prenons du recul, et on voit, non, l'armée, la faction, elle souffre plutôt dans la métagame d'aujourd'hui, elle a du mal à se détacher, et donc s'il faut que ça soit 3 mecs sur Terre qui puissent la jouer très très bien, et que ça marche, etc., ok, tant mieux pour eux, mais en fait, on va pas priver les autres joueurs en tapant sur des figurines, sur des règles luminettes et tout. Très bien, ça veut dire qu'on a une armée qui est technique, où il faut beaucoup d'heures de jeu, des centaines de parties, etc. pour devenir très fort avec. Par contre, quand on l'est, on peut rivaliser au top mondial et devenir un excellent joueur. Par contre, pour les joueurs qui jouent de manière commune ou qui commencent les luminettes aujourd'hui, c'est très bien, ça leur montre que leur armée elle prend un boost qui est, je pense, le bienvenu pour tous les joueurs luminettes de voir Teclis enfin baisser. C'est une très bonne chose. Comme disait Spoon, il lutte pour que Teclis soit bientôt en dessous des 700 points. J'espère que ça n'arrivera jamais. Mais voilà, donc les boosts sont très bien. Globalement, on voit que même les sentinelles, qu'on a pas mal dit quand le bouquin était sorti, que c'était une unité horrible. Finalement, ça n'a jamais vraiment perf comme compo. Et ça finit même par baisser en points sur une fin de version. C'est assez rigolo de voir le changement un peu de matrice et de réflexion qu'on peut avoir tout au long d'une version et de son ajustement par Game Workshop. On reste dans l'ordre et on va parler justement des Séraphons. Séraphons, c'est marrant, c'est une armée qui est ultra populaire en France parce que certainement des vieux joueurs de Battle ou les gens qui aiment juste Jurassic Park. Ce qui est bizarre aussi, c'est le fait qu'on a vraiment le méta français ou européen sur lequel les Séraphons ont toujours fait peur, que ça soit justement globalement dans tous les ETC, ça a à chaque fois été des armées qui étaient là pour amener des gros scores, alors que sur le méta américain, c'est une armée qui était peu populaire, donc peu visible par Game Workshop, et donc qui passait souvent sous les radars justement de ce qui était pété. Là, on va voir qu'il y a sur 2 changements de règles, un up et un nerf. C'est aussi très représentatif de la façon dont l'armée peut se jouer, puisque pour rappel, il y a 2 familles de lézards. Il y a ceux avec le sang-froid. Non, il y a ceux qui font de la magie et de l'invocation. Globalement, c'est eux qui étaient pétés. Or, là, on voit que justement, sur le trait de co qui leur permettait de marquer 2 points d'invocation quand ils dissipaient, maintenant, ça va être 1. C'est juste 50% de diminution quand même de points d'invocation. C'est énorme. Et à côté de ça, on a la partie, mais justement, sur le corps à corps avec les gros dinos. Et pour le coup, ça, c'était une armée qui était complètement boudée, parce que quand on a la capacité juste de dire ta sauvegarde, je m'en fous, tu prends de la mortelle, c'est tellement plus fort. Or là, Game Workshop, on sent une vocation de vouloir réorganiser un petit peu justement ce qui va être populaire ou non, avec notamment là le fait que les Croxigors vont gagner 1 point de vie. Et maintenant, si on s'attaque aussi justement sur les modifications de coût en points, on voit notamment que Croak prend 8% d'augmentation, tout comme le Sorcier Skink et aussi le Slan Star Master. Ouais. Bon, alors il tape là où ça fait mal, dans un fond c'est bien parce que c'est bien ciblé et ça flingue pas non plus l'armée. C'est-à-dire que la sous-agence dont tu parlais, Starborn, qui est cette sous-agence centrée sur la magie, la téléportation et l'invocation, le Haman prend une bonne petite tape derrière la tête quand même. En fait, c'est pareil, on tape dans, encore une fois, le plaisir de jeu. Séraphon, son problème, c'était pas le fait qu'il explose tout parce que ça gagnait pas non plus tous les tournois de la Terre, simplement que c'était inintéressant des fois à jouer et encore plus à affronter. C'est-à-dire que tous les mécanismes de jeu n'avaient pas d'interaction avec l'adversaire. C'est-à-dire, je génère des points, tu ne peux rien y faire. Avec ça, je vais invoquer des unités à chaque tour depuis le T1 jusqu'au T5.
que tu aies de la dispel magique ou pas, ça ne change rien. Je vais me rajouter en gros entre, allez, dans les games difficiles, 600 points jusqu'à parfois 800 points d'armée, et tu ne pourras rien faire à ça, quelles que soient les interactions qu'on va avoir ensemble. Et en plus, si jamais tu as la malchance de soit faire des erreurs, d'avoir une armée trop faible, ou que moi j'ai avoir de la chance, je peux te raser en 2 tours en toute détente, sans pareil en coup d'interaction et que tu ne puisses rien faire. Bon, on n'est clairement pas dans le plaisir de jeu, ce qui est recherché dans le wargame. Donc ils ont tapé là-dedans. Maintenant, est-ce que ça sera suffisant quand même, parce que l'armée était quand même à un niveau de puissance très élevé. Moi je pense que ce qui est important avec Seraphon, c'est d'avoir des prédateurs. Donc globalement, il ne faut pas casser ceux d'en face qui lui faisaient peur et qui l'empêchaient de gagner des tournois. C'est-à-dire que quand vous croisiez un corne, votre tournoi, c'est pas qu'il s'arrêtait, mais c'était quand même devenu très compliqué. Quand vous croisiez des Ossiarques, ils pouvaient aussi vous calmer très vite, ou des armées qui pouvaient peut-être des fois vous agresser beaucoup trop vite pour mettre en place vos mécanismes ou les maintenir dans le temps. Donc là déjà on tape dans les points. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on tape suffisamment pour enlever une unité de protection, ce qu'on appelle les cordons, vous voyez qu'on met des fois devant les unités importantes. Et là les armées vont en perdre une ou vont perdre un de leurs sorts persistants. Donc on va baisser un poil en létalité ou en protection de l'armée, et on va globalement perdre un peu en invoque, mais surtout dans les match-ups qui dissipent. Les armées où vous n'aviez pas d'interaction, de toute façon vous avez tellement de points que vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est pas les moins 3 ou moins 4 points par tour qui vont changer vraiment ce truc-là. Donc vous attendez pas à non plus un gap de puissance Seraphon qui était là, qui va retomber tout en bas. C'est pas vrai, ça reste quand même assez bon, avec des mécanismes quand même assez forts. Par contre, je pense que les armées d'en face vont avoir quand même une meilleure chance et de plus grandes interactions dans les difficultés qu'ils vont offrir à Seraphon. Puis après, ça tape dans les unités qui étaient logiques. Ce qui est très intéressant, c'est plutôt pour moi l'autre volet sur lequel on va, qui est le côté coalesce, où du coup on va booster les Croxy, passer de 4 à 5 PV. Outre le fait que ça augmente la résistance, ça permet de compter 2 sur les objectifs. C'est des unités qui étaient déjà très bonnes. On a les Agradons aussi, qui sont ces super raptors, les nouvelles figurines qui sont à tomber par terre, qui ont aussi des mécanismes potentiellement de double mouvement, d'agression très rapide. Donc on va pouvoir, je pense, goûter à une nouvelle saveur du côté Seraphon, sur un côté agressif, très dinosaure, qui va mettre en place aussi les figurines qu'on adore, c'est-à-dire le Carnosaure, le Bastiadon, toutes les races un peu de dinos qu'on a sur la table. Et je pense que du coup, il va y avoir une vraie concurrence entre les deux, ce qui n'existait pas avant. Avant, il n'y avait même pas de concurrence. Il y en avait un qui croisait l'autre, il le table rasait en 2 tours, sans discussion. Là, pour le coup, je pense qu'il y a une vraie partie qui peut se jouer. Yes. On va maintenant passer, les amis, aux Daughters of Khaine, aux filles de Khaine. Pas de changement au niveau de leurs règles. Par contre, beaucoup de diminution de coûts en points. Maintenant, est-ce que ça va suffire? C'est assez intéressant quand on regarde les Daughters of Khaine. J'essaye de rester objectif par rapport à Pride, qui se plaignait beaucoup, en fait, justement, de son armée, qui était moteur de frustration pour lui par rapport peut-être à un manque de punch et au fait de trop voler. Et surtout, en fait, à finalement des battles tactiques, ou en tout cas 1 ou 2 battles tactiques qui étaient fortes. Mais finalement, le livre n'a eu son heure de gloire que pendant 1 mois. Ouais. Là, justement, on voit beaucoup de diminution de coûts en points. On voit que Moratti, elle perd 20 points. Quand on regarde un petit peu la manière dont les Daughters of Khaine ont pu jouer et parfois gagner des games, c'était quand même pas super intéressant. C'était des Moratti qui étaient justement capés sur le nombre de PV qu'elles pouvaient perdre par phase sur 2 modèles, puisque c'est 2 modèles qui partagent le même nombre de points de vie, et potentiellement aussi justement sur l'incarnation qui est arrivée sur cette début de 3e édition. Donc, c'était jamais en fait à la loyale. C'était je te lock sur des unités, je m'empale sur toi et t'es juste niqué entre guillemets parce que tu sais qu'il va te falloir mathématiquement 2 ou 3 tours pour me sortir. Ouais. C'était pas très épanouissant intellectuellement aussi pour les joueurs doc. Là, est-ce que tu penses que ça va un petit peu changer? Est-ce que c'est suffisant ou est-ce que tu penses que Game Workshop attend tout simplement soit une refonte, soit un personnage, puisque dire qu'on attend un personnage sorti dans un livre de campagne pour dire que ça va leur donner un second souffle. Bref, qu'est-ce que tu penses des changements? En fait, le truc de Daughters of Khaine, c'est qu'on peut se dire qu'à la table, ça a un peu de difficulté. Ce qu'il faut jamais oublier, c'est que ça a quand même un très très bon scoring. Ils ont quand même des excellentes battles tactiques, des grandes stratégies. Ils en ont 2 qui sont tout à fait faisables, ce qui les place. Donc en fait, ils se placent quand même dans un endroit, on va dire, de l'équilibrage qui est assez compliqué. C'est-à-dire que si on leur donne un trop gros buff, en fait, comme ils ont un système de scoring qui suit de dingue derrière, ils peuvent d'un seul coup devenir une des meilleures armées du jeu, ou en tout cas rivaliser avec les meilleures armées du jeu. Maintenant, donc pour moi, il faut faire attention avec Daughters of Khaine. Ça reste une armée qui est quand même bonne, avec des mécanismes qui sont intéressants, qui, dans un metagame plus corps à corps, qui est ce vers quoi on s'oriente, avec une baisse un peu de Seraphon, une baisse, on verra après, de certaines armées de tir un peu iconiques du jeu. Quand on est full corps à corps et que du coup on a une Moratti qui peut perdre que 3 points de vie par phase, et qu'on a finalement qu'une seule phase où on peut les faire, d'un seul coup l'armée elle prend un peu un up par le côté metagame qui pousse autour d'elle. Donc je pense que Daughters of Khaine c'est une armée surtout où il faut voir quelles armées vont être jouées dans les prochains mois
parce qu'elle peut redevenir très intéressante, notamment dans un format en équipe, mais aussi pour les joueurs solo qui vont se balader ou même qui jouent dans leur club. Si jamais il y a une baisse un peu des autres armées, bah clairement ça peut devenir plus intéressant. Je prends un exemple, si votre joueur Seraphon il passe de Starborn à Coalesce, bah d'un seul coup vous jouez Daughter of Kain, il y a une vraie game quoi. Donc, alors que c'est vrai qu'avant c'était pas du tout intéressant et on faisait Mumus pendant 30 minutes et en fait ça s'arrêtait vite. Et là ça va pas du tout être le cas, vous allez faire une game, air du close, ça va être technique et tout. Donc typiquement ça c'est un shift, hein, donc un changement dans la metagame qui peut être très intéressant pour les decks pour s'adapter. Je pense qu'ils resteront dans un ventre moyen, mais il faut pas du tout les sous-estimer. Ensuite, on va passer outre-Atlantique. On va passer sur les Idonettes Deepkin. 2 changements. Le premier, c'est un nerf, notamment au niveau des requins sur leur tir, puisque avant, en fait, sur un jet de touche non modifié de 6, ils faisaient une extra touche. Maintenant, c'est une blessure automatique. Ouais. Donc déjà, gros changement sur les listes qui ne comportaient que des requins. C'est la deuxième modification, puisqu'en septembre, ils s'étaient déjà un petit peu fait taper sur les doigts, parce qu'on avait des listes full requins. Ouais. Donc ils avaient augmenté justement cette figurine-là. Et deuxième changement, alors là, vous allez voir, c'est un changement qui a sur l'Eidolon, mais en fait, c'est un mécanisme global du jeu qui a changé, qui est là une des seules modifications impliquées sur le gros document, qui sont justement les commentaires des game designers, qui disent qu'à partir du moment où on peut choisir des 3 unités, on ne peut pas choisir plusieurs fois la même unité. Or là, c'est la capacité de l'Eidolon qui est impactée, qui fait que par exemple, si on pouvait par exemple soigner, je sais pas, des 3 unités, on pouvait choisir la même et la soigner 3 fois. Maintenant, c'est plus possible, ça doit à chaque fois être des unités différentes. Et du coup, ils l'ont spécifié pour l'Eidolon, parce que lui, c'était 3 fois directement, il n'y avait pas de D3, donc du coup, ça allait pas être le commentaire designer qui était quand vous désignez un nom d'unité de D3, vous devez choisir plusieurs fois. Lui, du coup, on lui dit, bah, c'est toi, t'es comme les autres, c'est pas D3, c'est 3, mais tu vas quand même devoir choisir 3 unités différentes. C'est bien, et cette règle, du coup, elle va toucher plein de choses. On verra après, mais du coup, la Command Corp chez Ecos, des sous-agents chez Slanesh, et puis globalement, on peut s'attendre à ce que ça soit une règle qui va arriver à AOS de manière générale, c'est-à-dire qu'on va devoir, maintenant, c'est différentes unités. Alors, ça paraissait complètement logique pour tout le monde, mais c'est vrai que c'était pas écrit, donc du coup, on pouvait faire autrement auparavant. Derrière, le toucher sur les requins, c'était une armée qui avait perfé, mais qui avait pas non plus fini de percer. C'est-à-dire qu'en fait, c'était fort à la mode, mais ça n'avait pas non plus gagné des événements de dingue. Donc c'était... Donc là, il touche, mais sans tuer la sous-agence, c'est-à-dire les gens qui voulaient jouer plein de requins, parce que c'est quand même sympa d'en avoir 7 ou 8 sur la table, maintenant c'est bien, ça perd un peu plus de 10% de létalité. En gros, le changement mathématique, quand vous avez des 6 à blesse auto et des 6 extra, que ce soit au tir ou au corps à corps, globalement vous baissez un peu, mais c'est pas non plus, genre vous faites pas 2 fois moins de dégâts, donc c'est pas très grave, mais ça va juste rentrer dans le normal aussi. Donc c'est pareil, on voit que Game Workshop, ils le tuent pas, ils ont pas touché au coup en point, du coup des requins, ce qui est intéressant, ils auraient pu dire, c'est trop joué, coup en point plus règle, et on te termine. Non, on va te laisser avec ta sous-agence. Par contre, tu vas juste rentrer dans un ratio de dégâts normaux. Yes. Et enfin, 2 diminutions de coups en point avec les Ishlen et les Morsagards, c'est-à-dire les petites murennes, soit de tanking, soit d'attaque. Ouais, très bien, parce que finalement, elles finissent par baisser. Elles étaient revenues avec le nouveau livre Idonette à un montant où, quand elles étaient sorties dans la revue Epreuve, ils avaient dit elles sont toujours aussi bien, mais trop chères. Et maintenant, elles rentrent petit à petit dans le rang et à 160 points, elles deviennent de plus en plus intéressantes. On commence à les voir revenir en effectif, soit minimum, soit augmenté, donc en passant de 3 à 6 pour avoir des unités d'impact. On passe ensuite aux personnes de petite taille avec les Fire Slayer. 2 changements au niveau de leurs règles, c'est tout simplement le fait que les Vulkites, dans leurs 2 modes en fait, passent leur range de 1 à 2 pouces. Donc c'est une modification qu'on a déjà vue. Et aussi le fait que là pour le coup, c'est une diminution globale du coup en point de l'armée qui va de 8% à parfois un petit peu plus. Ouais, c'est intéressant parce que du coup, on se souvient, ils ont gagné Battle Tactique. Ils vont gagner globalement quasiment une unité, avec si on cumule l'ensemble des baisses en points. Je sens que c'est une unité qui a rentré beaucoup de personnages, il y en a beaucoup qui ont baissé, etc. Donc on va globalement pouvoir rentrer les 3/4 d'unité ou une unité entière supplémentaire. Et puis derrière, ce côté range 2, alors le range 2, il est intéressant, cette portée 2 sur les attaques des Vulkites. Pourquoi ? Parce que les Vulkites, c'est quand même une unité qu'on pouvait monter jusqu'à 30 figurines. Et donc, en fait, à 30, c'était impossible de taper avec tout. Et on avait plein de mécanismes pour augmenter leur dommage, augmenter leur rend avec les nouveaux personnages. Il y avait plein de trucs super sympas, ou faire des contre-charges et tout. Là, le problème, c'est qu'on était un peu limité. Là, maintenant, on va vraiment devenir une espèce de marteau potentiel. On va taper avec tout. Et donc c'est très bien parce que même en petit effectif ou à très gros, ça va avoir un impact qui est significatif sur les deux. Moi j'aime beaucoup ce côté-là. Pourquoi en plus ? Parce que quand on était dans un jeu Fire Slayer, on maintenait des bulles, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on reste dans un rayon autour des personnages pour avoir des effets, bonus d'attaque, de blessure, de range ou quoi que ce soit. Là, ce qui est sympa, c'est que quand on a une augmentation de la range d'attaque, du coup on peut plus facilement garder sa bulle avec son personnage. Puisque du coup c'est plus simple de taper avec tout le monde. Donc c'est aussi une facilité dans le jeu Fire Slayer dans sa globalité.
Yes, on va maintenant passer sur les City of Sigmar. Partie intéressante, là on voit qu'il y a globalement des augmentations et des diminutions de coûts en points qui sont clairement importantes. Si on voit Talia par exemple qui est passé de 340 à 300 points. Est-ce que ça va suffire pour l'avoir Je ne sais pas. Mais qu'est-ce que tu peux me dire sur les City of Sigmar, un mec qui avait fait quand même pas mal de bruit, c'est-à-dire que quand elle est sortie, elle est quand même assez complexe. Il y avait des unités qui avaient l'air très fortes facilement dedans, et il y a peut-être des unités aussi qu'on a moins vues. Je pense à la cavalerie qui est extraordinaire et qui en fait justement sonnait moins bonne, on va dire, que les mortels que tu pouvais mettre. Alors, on va parler, attention, d'un sort qui en français est l'arme enflammée. On ne parle pas ici du sort générique, on parle du sort de ce livre d'armée qui permettait historiquement de mettre des blessures mortelles sur du 6 à la touche. Et vous savez, quand on met des blessures mortelles sur du 6 à la touche, il suffit d'avoir des relances, il suffit, bref, quand c'est pas à la blessure, ça peut vite dégénérer. Or là, déjà, le sort, il a changé. Maintenant, c'est uniquement au corps à corps. Bah, déjà, c'est très bien. Et puis, on voit qu'il touche sur les unités qui ont perfait dans des modes, on va dire, pareil, désagréables. Ils ont touché du coup à la commande corp. Donc la commande corp, c'est une unité à tout faire. Elle sait tout faire. Elle tank, elle supporte l'armée, elle empêche l'armée adverse des fois d'accomplir des actions. Elle apporte une battle tactique qui va avec le livre. Elle tape bien. Enfin bref, elle sait tout faire. Cette unité, elle était pas du tout assez chère. Et du coup, on l'a jouée en double effectif, quasiment dans toutes les armées vraiment compétitives, dès que le livre est sorti. Donc c'est pas compliqué. On a mis hop un taquet. On a éclairci la règle des D3 qui va s'appliquer directement à cette unité-là en termes de soins. Et on va du coup pouvoir passer dans un rythme normal. C'est-à-dire que là, en sortir 2, ça va commencer à coûter un poil cher. Donc une, ça va être bien. Je pense qu'on en verra des fois toujours un peu 2. Mais c'est très bien comme ça. Et ensuite, on a tapé sur l'autre partie qui était passée un peu entre les mailles du filet. Au départ, on s'était dit, ouais, les fusillés avec corps enflammés, c'est complètement pété. Puis après, on s'est dit, les steam tanks aussi. Donc ces vieux tanks à vapeur qui sont quand même des challenges historiques de Warhammer, et ben en fait c'était eux les plus pétés avec ce truc là, et donc en fait on avait des armées avec 6 tanks commandeurs, vous aviez des tanks commandeurs et des tanks normaux, et cet assemblage là qui bénéficiait aussi de armes enflammées, qui avait une multitude de tirs avec une bonne portée, qui en plus avait une sauvegarde à 2 natifs, bah voilà, ça rendait... Qui pouvait essentiellement passer éthéré avec un petit sort et ainsi de suite. Donc globalement c'était vraiment le monde de la frustration. Ouais, et donc du coup là ils ont tapé sur les deux, sur le commandeur, le steam tank de base, et après ils ont baissé en points d'autres unités qui n'étaient pas jouées dès la sortie du livre et dans les premières performances, notamment le Las Vegas Open qui leur a servi à équilibrer tout ça. Et il y a des bonnes surprises dedans. Bon, Talia c'est toujours un peu compliqué en termes de règles, mais par contre vous avez genre les Wild Corp Hunters qui sont cette espèce de bande de chasseurs avec des chiens dont les figurines sont assez ouf et nous rappellent Mordheim, qui sont une excellente unité et qui en plus après un petit buff dans les règles qu'on va attaquer tout de suite parce que c'est les règles les plus intéressantes, c'est-à-dire le changement sur l'alchimiste avec du coup le changement du sort où c'est que du corps à corps, donc c'est fini les extra blém comme tu as parlé etc qui étaient d'une frustration et une stupidité dans le jeu COS, et du coup on va revenir à une armée qui est beaucoup plus technique, centrée quand même globalement sur le corps à corps avec un tir qui est un tir de soutien et pas un tir de létalité pure. Yes. Ensuite, on va passer. Bon là, on va passer à un autre tir. Par contre, on va passer justement sur les Caradons Overlord. Là, c'est full rouge, sauf pour justement l'Ironclad qui lui a perdu 20 points, qui est passé de 500 à 480. Sinon, globalement, c'est une augmentation des coûts en points de 8% sur une grosse partie des entrées. Ouais. Juste pour expliquer un petit peu les Caradons, pourquoi est-ce que c'est toujours important de surveiller ce genre d'armée? C'est un petit peu les taux de Warhammer 40 000, c'est-à-dire que c'est une armée qui... Alors, c'est un peu moins vrai qu'avant, mais en tout cas, c'est une armée qui dicte le méta-tir. Certes, ils peuvent faire des armées basées sur le corps à corps avec une belle mobilité, les ballons, enfin les ballons, les petits ballons. Mais c'est une armée en tout cas qui, en termes justement de règles de tir, peut complètement, je vais pas dire flinguer un méta, mais ça peut être le chasseur ultime, le hunter ultime justement de beaucoup d'armées. Est-ce que c'était trop fort? Est-ce que là tu penses que l'augmentation de coûts en points elle est justifiée? C'est toujours très compliqué parce que en fait tu peux très bien avoir une armée qui est plutôt équilibrée mais qui va se faire défoncer contre le Caradron. Et en fait le Caradron c'est une armée de contre par excellence mais qui peut complètement rebondir contre certains match-ups. C'est très difficile à équilibrer, mais le Caradron a fait partie des symptômes qui ont pu parfois gangréner une version. Ouais, c'est pour ça qu'il faut y toucher. Il fallait y toucher. Pourquoi? Parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de joueurs Caradon. Donc, des fois, on a du mal à comprendre le niveau de performance. C'est une armée qui est excessivement technique. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas, vous arrivez contre, vous avez l'impression que le mec, il joue un autre jeu. Parce qu'il a que des règles, embarquer, débarquer des trucs, des vaisseaux, des mouvements spéciaux, des ordres à foison qui tombent dans tous les sens, qui lui donnent des capacités que vous trouvez complètement pétées et tout. Donc, globalement, si vous ne connaissez pas, vous arrivez, vous captez rien à ce qu'il fait. Il fait des trucs qui ont l'air hyper chelous. Et bon, ça a l'air complètement fort. Et donc, et on n'a pas l'impression de pouvoir trop interagir avec lui. Et ça fait piou, ça close un petit peu. Et puis ça vous rase et vous n'avez pas vraiment compris pourquoi.
Bon, On est sur ce genre d'alpha. On est ouais. vraiment sur des T1 Caradron qui peuvent être moteurs d'énormément de frustration. Vous pouvez C'est ça. retirer 500-600 points d'armée détente à votre adversaire. Exactement, facilement par tour, hein. Donc c'est 500 points sans prendre de risques et en restant à une portée qui est quand même de distance raisonnable. Donc du coup, ils ont tapé dessus en points. Pourquoi? Parce que le peu de joueurs qui jouaient Caradon et qui allaient dans des événements ont globalement fait tout le temps quasiment des résultats. Donc c'est-à-dire qu'ils ont fait minimum des 4 victoires, une défaite à minima. Mais c'est dur à équilibrer, excuse-moi, mais c'est ce Ouais. que tu dis en fait. C'est une armée qui est peu populaire, en tout cas qui est peu représentée, et donc qui est souvent jouée par des spécialistes. Et donc il faut pas juger les résultats d'une armée par le fait que c'est une armée qui n'est jouée que par des experts versus justement du grand public. Exactement. Et donc après, ils ont pris une petite dose en points. Ça rend pas du tout l'armée injouable parce qu'ils y sont allés quand même avec parcimonie pour pas flinguer parce que l'armée n'était pas non plus à tuer tout le métagame du jeu. Elle perdait, elle avait du mal quand même à tenir un tournoi en solo toute seule sur en tout cas plusieurs rondes d'affilée. Et puis elle était d'une technicité qui était quand même assez pas facile à manier, quoi. Donc effectivement, comme tu disais, tu peux pas non plus pénaliser l'ensemble des gens qui ont des collections de Caradron et qui jouent des fois pas avec l'ensemble des règles parce qu'elles sont d'une profondeur et d'une complexité des fois à mettre en place pas forcément abordable pour quelqu'un qui joue, je sais pas, une fois toutes les 2 semaines par exemple. Je pense qu'il connaît pas encore toutes les règles de son livre et c'est pas grave. Et donc il fallait pas non plus que son armée devienne pas jouable. Donc ils ont touché à ça. À contrario, ça fait partie des armées qui jouent pas de magie, donc eux ils se disent tiens, ils ont quand même gagné une tactique au passage. Merci, bonsoir. Bon du coup ils sont super contents, sachant qu'ils avaient déjà un excellent scoring extrêmement fiable. Ils gagnent en plus une tactique qui est une tactique de temporisation qui leur permet d'attendre le moment pour déclencher une agression via le tir ou via le tir plus corps à corps. Ce qui est, je pense, très intéressant dans leur gameplay. C'est-à-dire avant ils avaient déjà 1 ou 2 tactiques pour patienter. Là ils en gagnent une autre, donc on peut avoir des Caradons qui vont attendre jusqu'au T4 avant de pouvoir déclencher. Et ça je pense que c'est par contre une nouveauté dans le jeu Caradon qui peut être assez intéressante et qui du coup va faire continuer les joueurs Caradon à rester pour ce changement-là. Et on va terminer l'ordre avec les Sylvanettes. Alors, Sylvanettes, il faut faire attention, ils ont gardé un petit peu une image qui était une armée un petit peu mollassonne, sauf qu'aujourd'hui, c'est une des armées qui se dirige vers du top tier. Ouais, c'est une armée qui petit à petit a creusé un peu son chemin à travers la forêt de manière un peu galérienne. Au sécateur. Ouais, au sécateur. Pourquoi? Parce que quand elle est sortie, on s'est dit, un peu comme les Beasts of Chaos, fraîcheur de dingue, mécanisme incroyable, ce style de guérilla avec ce qu'on appelle du strike and fade, c'est-à-dire taper puis se téléporter en dehors de portée de l'adversaire pour pouvoir... Donc il y a vraiment ce côté où vous baladez en forêt, il y a des mecs qui surgissent, qui vous mettent une tannée et qui repartent avant même que vous ayez pu voir entre 2 arbres. Donc et donc ça induit un côté où on a des fois l'impression de super puissance et puis finalement on se dit pourtant ça fait 5 tours qu'on joue et il m'a toujours pas battu, quoi. Mais j'ai pas pu faire grand chose. Donc il y a un petit côté des fois frustrant, mais c'est tellement technique, ça repose tellement sur du doigté et tout que encore une fois on avait du mal à lutter sur le côté scoring des Sylvanettes sur le long terme. C'est un peu comme les Stormcats, ils ont gagné finalement des baisses en points successives, Beltanos qui vient d'arriver, et en fait quand on commence à cumuler ça on se dit c'est pas mal en fait, Sylvanette, ça commence à redevenir. Et donc ça vient des chasseurs. C'est-à-dire que les Sylvanettes sont revenus pour par exemple aller chasser le Séraphon ou aller chasser des armées justement de magie qui se basaient sur ce genre-là. Et donc en fait ça fait partie des armées qui attendent et qui sont des prédateurs et métagames qui vont s'adapter avec des différentes fonctions et qui vont changer leur composition d'armée et qui en plus nécessitent un jeu un peu technique. Donc on est sur la même gamme pour moi que Slaanesh, Stormcast, Skaven, ce genre de choses. On a suffisamment d'entrées maintenant et de stabilité dans son scoring pour pouvoir tenir sur toute une partie. Donc c'est pour moi une armée qui est excessivement agréable à jouer, difficile à affronter mais pas frustrante, qui a en plus une gamme sublime, qui s'adapte très bien, qui vient d'être renforcée par un héros qui a changé tout le gameplay d'une partie de l'armée quand on le joue. Franchement, top. On va maintenant changer de décor, on va passer sur la Death, en commençant par les Nighthaunt. Nighthaunt, pas de changement au niveau de leur règle, si ce n'est un changement au niveau de la range des armes de mêlée, des Harridan Stalker et des Revenant, et aussi et surtout une diminution de coût en points, alors de Nagash globalement sur la mort qui est passé de 900 à 860 points, et aussi là de 3 autres entrées. C'est vachement intéressant parce que pour le coup les Nighthaunt quand ils sont sortis, ils sont arrivés avec des mécanismes frais. Sur le papier c'est excessivement fort, et sur table ça l'est moins. C'est ça qui est rigolo en fait, c'est la différence entre la lecture d'une règle et sa mise en pratique, où on se rend compte en Nighthaunt que les mecs, en termes de saveur de jeu, ils peuvent tout faire. Ils peuvent désengager, charger, passer au-dessus des figurines, ils ont vol. Ils ont des bonus à la charge, c'est-à-dire que plus ils chargent avec des unités, plus ils vont être capables de soit mettre de l'arène, soit mettre des fights, là, soit bref. Ils peuvent vraiment s'épanouir. Mais quand on regarde sur la table de jeu, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose. Et donc, que c'est plus fort sur le papier que dans la vraie vie. Est-ce que tu penses que là, ça va suffire à les rendre menaçants ou en tout cas plaisants à affronter et toujours à jouer?
Le problème de Nighthaunt, je pense que c'est plutôt le changement du jeu de manière générale et des composantes qui viennent au fur et à mesure que l'armée en elle-même. L'armée, comme tu dis, elle est fraîche, les mécanismes sont bons, les règles sont toujours bien, les unités elles tapent bien, il y a des mécanismes de ouf. Quand tu lis War Scroll, tu vois directement les combinaisons. Il y a un jeu qui peut être assez simpliste, assez château, et puis aussi un gameplay beaucoup plus technique à base d'unités qui vont très vite, on peut se téléporter, on peut faire plein de choses et tout. Et on voit que les armées qui continuent à perfer, c'est des compositions complètement maison, et en plus il y a une gamme de malades et tout, puis la gamme est complètement folle. Et après quand on arrive à la table, on se dit, pourquoi ça ne gagne pas ce truc-là? Et en fait, le problème c'est que le jeu maintenant, il y a beaucoup plus de blessures mortelles qu'avant. Donc on est tourné dans un jeu qui au départ était basé uniquement sur des grosses attaques à gros dégâts, et donc du coup on avait ce côté où toute mon armée est terrée, donc du coup je suis fort dans la metagame parce que tu peux rien faire contre moi, à des armées qui ont débarqué. Typiquement on peut les citer, hein, mais le premier c'est Seraphon qui a dit en fait tant qu'il y aura des Seraphons en tournoi, tu es Nighthaunt, tu ne gagneras pas de partie, parce que en fait dès que je te croise, je vais te raser encore une fois sans aucune interaction et tu ne pourras rien faire à ça. Et puis d'autres armées qui se sont mis soit à démultiplier le côté saturation, c'est-à-dire qu'on a gagné aussi en létalité dans le jeu. Donc vous avez des armées qui vont du coup, plutôt que vous saturer à grands coups de mortel, ils vont plutôt vous saturer à grands coups d'attaque de dégâts 1. Du coup là, pareil, le Nighthaunt il dit moi je suis censé, quand je fais un 4+, j'encaisse 4 dégâts, là c'est en fait, je vais t'en faire 12 des 4+, et puis tu vas quand même finir par crever. Maintenant ils viennent de gagner quand même un petit surcroît de létalité, quand même intéressant, parce que la range 2 ça les aidait grandement, surtout quand on a du désengagé charge, comme tu disais, du fly et tout, on commence à pouvoir passer par-dessus des unités quand on va charger, avec même le mouvement d'engagement, hein. On se rappelle que les mouvements d'engagement avec des socles, on peut passer par-dessus les autres parce qu'on a quand même la règle fly et vol du coup pendant ce mouvement d'engagement, plus la range 2, du coup ça fait que je peux taper à travers. On a des unités qui peuvent très facilement arriver en 2+, en stade, donc du coup on peut très vite s'attaquer à d'autres cibles qui n'avaient pas prévu de se faire forcément charger par des Nighthaunt. Donc moi je pense qu'ils gagnent quand même un petit buff avec leur range 2, c'est peut-être l'armée qui en bénéficie le plus du range 2 qu'on a vu, et de manière je dirais la plus directe dans le jeu, et quand les joueurs, je pense Nighthaunt, ils ont vu ça, ils ont dit ça c'est pas mal, faut vraiment que je réessaye des choses. Maintenant je suis pas sûr qu'ils arrivent à contre-percer la metagame avec ça. Je pense qu'ils vont rester là où ils sont, c'est-à-dire une des armées qui aujourd'hui a le plus de mal, mais c'est plutôt par rapport au jeu. C'est-à-dire, est-ce que demain, par exemple, si demain, tu vois, pour moi, si on trouve des règles comme on a à Warhammer 40 000 qui vont caper le nombre de blessures mortelles peut-être par phase ou par unité, là on pourra toucher à quelque chose. Et Nighthaunt il pourra dire ok ça va, il y a une règle qui va dans le sens mais au niveau générique, tu vois. Alors que là toutes les armées qui sont arrivées elles ont dit moi j'ai des 6 à la blessure à la BM, à la blessure, d'autres à la touche, d'autres des extra machin, tu vois. Quand les COS sont sortis par exemple, on a lu l'arme enflammée, le Nighthaunt il a dit encore une armée qui va me péter la gueule, tu vois. Et il pouvait rien faire à ça, il se dit encore un prédateur, qu'est-ce que je vais faire. Bon, après il voit le sort qui change, il dit il y a peut-être une open, il dit non ça reste sur le close, tu vois. Donc c'est un peu ça, c'est le changement des mécanismes de règles qui, je pense, lui a fait le plus mal dans le jeu. Maintenant, ça reste une armée qui est super bien collectionnée, qui offre une gamme de figurines incroyables et de hobbyistes de folie, qui est extrêmement suivi par Game Workshop, qui aura sûrement son prochain livre dans les plus rapides de la nouvelle version, et on peut s'attendre à des dingueries. Extrêmement agréable à jouer, avec une grande saveur et une rejouabilité de dingue. Donc bon, ça reste une armée qui est très bonne à jouer. Yes, on va maintenant passer au niveau des Osiarques Bone Reaper. C'est marrant, quand ils sont sortis, ils étaient excessivement forts. En fait, ce qui est intéressant dans cette armée, c'est de se rendre compte qu'ils étaient censés avoir des spécialisations qui étaient liées à des aptitudes de sous-allégeance. Or, en fait, on arrivait très facilement à tout combiner. En fait, au final, par exemple, si on voulait être excellent en contre de corps à corps, on se disait, on n'est même pas obligé d'aller dans cette sous-allégeance-là. On va tout simplement prendre un artefact et on va aller dans la sous-allégeance magie. Et donc, finalement, on se retrouvait avec une sous-allégeance anti-magie qui nous permettait de faire tout, c'est-à-dire d'empêcher, de diminuer, on va dire, les distances de charge de son adversaire, et donc d'être un chasseur à la magie, au corps à corps, et donc de pouvoir tout faire. Game Workshop a vraiment galéré, ça a duré quasiment 6 mois, ces trous dans la raquette, puisqu'ils n'ont pas été justement rééquilibrés en septembre dernier. Il a fallu de nouveau attendre. Or là, on voit déjà que la sous-allégeance de la nulle myriade, avant, elle permettait d'ignorer les effets des sorts sur du 2+, donc auto, à maintenant sur du 4+. Enfin, excuse-moi, c'est même plus, c'est justifié, hein, mais c'est un putain d'abus de faiblesse de Game Workshop de se dire, tu sais, quand tu fais moins 300% à une figurine, c'est qu'elle était mal costée, hein, c'est qu'à la base les mecs étaient bourrés quand ils l'ont fait. Là, c'est un peu la même chose, tu vois, quand tu dis t'ignores les effets des sorts sur un 2+, et que t'es obligé de rétro-pédaler, mais que ça t'a pris 6 mois en disant, en fait non, on va juste diviser par 2 l'effet du bonus, c'est insane. Après, autre contrepartie aussi, c'est les modifications des coups en points au niveau des Morghast et des Immortis. Par contre, derrière, une diminution du reste de ce qui était un petit peu moins joué, quoi. Ouais. Puis les diminutions, les bonus ou malus en termes de points sont ok, vont passer et tout. Et en fait, ce qui est assez cool avec le côté Osiark, c'est que depuis
allez, on va dire maintenant 5-6 mois, on joue quasiment que Nulle Myriade pour la protection contre la magie. Ça nous permet de nous protéger des blizzards, de Astro défoncer les Séraphons quand on les croise, et du coup ça fait plaisir, etc. Bon, en fait maintenant on va se rendre compte qu'en fait les autres sous-agences de Ossiark, en fait elles sont super fortes, d'accord, que personne n'y a touché, que personne n'a l'habitude de jouer Ossiark contre Ossiark avec ce type de sous-agence, et qu'en fait elles sont méga fortes. Donc en fait les premiers tests qu'on a fait à la suite du Battle Scroll, tout le monde a changé, hop, nouvelle sous-agence, et d'un seul coup c'est méga puissant. Donc l'armée elle reste toujours au top, avec des très bons mécanismes. Le changement de coup en point n'impacte que très peu globalement l'armée aujourd'hui. Il y a juste des petites unités, donc il faut changer cette unité par une autre dans une composition de liste, et ça s'arrête là. Donc l'armée est toujours au top, elle est bien, elle va rester je pense dans le moyen haut du panier aujourd'hui, avec un bon système de scoring, des bonnes unités, des très bonnes entre guillemets sous-agences qui sont peut-être encore plus fortes quand on va pas jouer contre de la magie que le reste, et qui vont encore poser de la difficulté, même les armées qui jouent magie. Donc moi je trouve ça magnifique. Yes, c'est intéressant parce que la critique qu'on a portée sur les Ossiark, c'est exactement la même sur les Sous-Blight. Je parle au niveau de leur taux de victoire, donc une armée qui était forte, mais aussi facilement forte. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que tu as la même conclusion finalement pour les Sous-Blight? Parce que pareil, ils étaient passés à travers les mailles des nerfs de Game Workshop. Là, on voit qu'il y a des modifications. On voit que la dernière modification, en tout cas sur ce War Scroll-là, c'est le changement justement sur une battle tactique. Au niveau d'une unité invocable qui doit finir le tour justement à 3 pouces d'unité ennemie en pétant une autre. Qu'est-ce que tu penses justement des Sous-Blight? Quelles sont les modifications et ainsi de suite? Est-ce que tu penses que c'est toujours un moteur de frustration? En fait, Sous-Blight, en fait, il y avait deux problèmes qui étaient complètement distincts. Le premier, c'est qu'on avait une armée qui avait quand même beaucoup de choses sur table et qui était assez difficile à tuer parce qu'elle avait un mécanisme de repop qui était beaucoup trop simple. Donc on pouvait ramener les unités qui mouraient, toutes les unités qu'on appelle invocables. Entre guillemets, quand elles mouraient, elles revenaient et puis c'était proche d'un adversaire et tout. Ça, déjà, Game Workshop a pédalé pour arriver à trouver le bon mécanisme en changeant finalement ce qu'ils avaient écrit avec des trucs c'est plus compliqué durant un certain tour et tout. Bon, maintenant je trouve qu'ils ont trouvé un bon équilibrage là-dedans. Pour expliquer un petit peu en fait aussi, donc outre les coups en point et ainsi de suite, c'était un mécanisme de jeu unique qui permettait en fait aux unités de revenir mais pendant le tour adverse. Et donc quand justement l'adversaire annonçait une tactique, c'était très facile de dire tu veux reprendre cet objectif? Ok, et je vais revenir sur celui-là, on est 30 dessus, 2 points dans ton cul, la game elle est pliée. Or, ils ont changé les mécanismes, ce qui fait que maintenant, on ne pouvait revenir proche de l'adversaire que pendant son tour, et loin pendant le tour adverse. Et donc d'avoir des contre-mesures pour contrer le Sous-Blight. Ouais, et donc le problème c'était ce mécanisme de repop. Ils avaient un scoring qui était d'une fiabilité mais scandaleuse, ils ont pareil une grande stratégie qui était quasiment automatique, et des tactiques qui s'empilaient à ne plus savoir quoi en faire. C'est-à-dire qu'ils pouvaient quasiment ne jouer qu'avec leur livre, au moins pendant 4 tours, et puis T5 qui commence à regarder en disant ah vous faites quoi comme tactique dans le livre de règles déjà vous, et puis ils en faisaient peut-être une, et puis vous pouvez même faire des foules quand même de leur bouquin, ce qui est quand même la seule armée du jeu à pouvoir faire ça. Donc il y avait un problème scandaleux de tactique. Donc ils tapent une fois dedans, ce qui est pas mal, ça baisse un tout petit peu le scoring. Et puis après en termes de points, ils tapent dans ce qui est joué, ce qui est trop joué. Maintenant le problème de Sous-Blight, ça n'a jamais été vraiment l'attrition, c'est-à-dire c'est pas une armée qui fait beaucoup de dégâts. C'est une armée plutôt qui pédale à tuer des figurines au fur et à mesure. Ils ont quand même des petites combinaisons à mettre en place, notamment à base de gardes des cryptes, qui peuvent prendre plusieurs buffs et du coup monter à un certain nombre d'attaques et être assez puissants à la table. Mais c'est quand même des combinaisons qui sont quand même intéressantes à laisser sur la table, donc on peut pas taper dedans. Donc moi je trouve que maintenant ils baissent un tout petit peu, en restant toujours au top parce que le scoring reste trop bon et leur mécanisme de repop reste trop bon. Donc en fait le bouquin est sorti tellement fort et tellement au-dessus que Game Workshop je pense, ne peut pas le tuer, c'est-à-dire ne peut pas taper tellement fort qu'il va redescendre. Et donc en fait, il procède à des micro-ajustements par micro-ajustements pour le ramener petit à petit jusqu'à la fin de la version dans ce qu'il recherche, je pense tout simplement. Maintenant, je pense que c'est un livre qui, tant que le système de scoring à OS restera celui-là, continuera à marquer un certain nombre de points. C'est-à-dire que quand vous jouez contre un Sous-Blight, vous ne pouvez pas espérer mieux que des petites victoires en fait, parce qu'il va tellement mettre des points tout le temps. Et ça rend le côté des fois un petit peu frustrant de l'affronter en disant j'ai gagné 12-8, c'est le maximum que je pouvais faire quoi, parce que c'était alors que le mec c'est ma daronne qui joue quoi. Ouais, et puis des fois il est table rasée et du coup vous comprenez même pas comment est-ce qu'il continue à survivre dans la partie malgré tous les dégâts que vous lui faites quoi. On va finir avec les nouveaux fakes, les nouveaux flash hitters courtes, avec que des diminutions de coups en point déjà depuis les coups en point qui étaient sortis pour le Battle Tome. Ouais, parce que l'armée en fait il s'est avéré que dans les premiers tests c'était un peu trop faible tout simplement. Donc Game Workshop dit on s'est peut-être un peu on a mal jugé le potentiel de notre armée, sachant qu'en plus le livre est pas
foncièrement vraiment sorti, puisqu'il n'y a pas eu la version vraiment physique définitive avec l'ensemble des sorties en boîte et tout. Donc en plus, les joueurs ne peuvent pas complètement s'exprimer, il faut encore passer par soit des achats de boîtes où il y a beaucoup trop d'unités, où on n'a peut-être pas envie de tout avoir. Donc on va voir ce que ça donne. Moi je pense que l'armée elle est quand même bonne, mais malheureusement elle va être bonne quand on va commencer à spammer des unités ou à rentrer dans des compositions qui sont pas forcément ce qui est voulu par le livre. Voilà, je pense qu'il faut se laisser encore des mois. On n'a pas eu tout assez de retours sur Fake pour savoir si c'est bien. Maintenant, ils ont tapé sur tout. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont baissé le prix des gros monstres. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient costé beaucoup. Enfin, ils avaient mis leur prix beaucoup trop cher. Donc là, ça redescend. C'est un peu plus agréable à rentrer dans la liste et plus simple. Donc on verra. Franchement, on vous fera un retour, je pense, à la prochaine version un peu de l'évolution d'Age of Sigmar, voir si les fléchiteurs courtes se portent bien ou ont cassé un peu le jeu. Mais des premiers retours qu'on a, c'est pas du tout le cas. Ils ont, en fait, leurs mécanismes sont très intéressants, très frais, très sympas, ces points de noblesse et tout, mais sont quand même assez faciles à contrer et ils ont du mal à les mettre en place, surtout contre les armées fortes du jeu. Donc en fait, ils font des super parties avec des armées équilibrées face à eux, ils peuvent mettre tout en place et tout, et ça fait des belles synergies, c'est très sympa à la table et tout, mais en fait, ça n'arrive pas souvent. Et du coup, il y a plein de parties où en fait, la moitié des mécanismes, ils n'arrivent jamais à les mettre en place. Et du coup, c'est même un peu frustrant, je pense, dans la tête des joueurs fléchiteurs courts de ne pas pouvoir jouer avec 100% de leur livre parce que les mécanismes sont trop galères en fait, à mettre en place. Trop de garde-fous aussi, Ouais. peut-être, puisque livre qui arrive en fin d'édition. Ouais. On va maintenant passer à une autre grande famille avec la légende de la destruction. On commence par les Urukwar clans, ce qui avait aussi fait bizarre en début, c'était pas vraiment le début, mais ouais, aussi quand même dans le premier lot, on va dire, des livres d'armée. C'était justement maintenant qu'ils avaient mis toutes les peaux vertes dans un seul livre, c'est-à-dire sous les Gloomspite. C'est-à-dire que dans les Urukwar clans, on retrouvait les Ironjo, les Orques sauvages, les Cruel Boys et une espèce d'allégeance qui recentrait le tout, qui était justement la Big Wag. Là, on voit déjà qu'il y a, au niveau justement de deux battle tactiques, un recadrage, enfin une clarification, mais un recadrage par le fait que uniquement le seigneur de guerre, s'il a le bon mot-clé, peut justement proquer cette unité-là. C'était surtout pour les armées bigwag qui permettaient justement, en fait, si on avait un seigneur de guerre qui n'avait pas le bon mot-clé, de quand même pouvoir, sur quelques unités, pouvoir faire des tactiques. Et il suffisait de splitter et ça nous assurait 4 points pour 2 tours. Ouais. Bah en fait, bigwag, après Soulblight, ou même peut-être maintenant avec le nerf de Soulblight, était l'armée et est toujours une des armées qui a un des meilleurs scoring, donc capacité à faire des battles tactiques, donc c'est les choix qu'on va faire à chaque tour pour avoir 2 points de victoire, de tout le jeu. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont cette capacité à pouvoir jouer quasiment tout seul. C'est un peu, souvent, quand on parle de Warhammer 40 000, c'est ces armées qui ont la capacité de scorer toutes seules, sans interaction avec l'adversaire. Malheureusement, Bigwag, c'était un peu ça. C'est-à-dire qu'on pouvait faire quasiment, pour certaines parties, 5 tours, sans faire d'interaction. C'est que c'est trop drôle ce que tu dis, et je te coupe sur l'analyse là, mais en fait, c'était les frustrations et les conclusions de la 9e édition, et tout a été évacué avec la 10e édition. Tu ne peux plus jouer seul. Voilà. On espère que la disparition des tactiques, en tout cas des tactiques autonomes, on va appeler ça comme ça, justement pour c'est avec la prochaine édition. Et donc là, il tape un petit peu dedans en disant que ton général doit être de la bonne sous-faction pour pouvoir déclencher cette battle tactique. Ça touche, comme tu disais, principalement Bigwag, qui est la meilleure en termes de scoring du jeu, mais aussi potentiellement le petit malin qui jouait Iron Joe, qui avait mis une unité Cruel Boys, par exemple de cordon de protection, pour pouvoir déclencher au premier tour une battle tactique très très simple à faire. Donc ça touche globalement tout le monde, c'est bien, ça équilibre, mais ça va pas ralentir plus que ça Bigwag dans son scoring, ou ça va peut-être remettre Iron Joe peut-être un petit peu en concurrence avec Bigwag, alors que ça n'était pas du tout avant. Et sur la diminution de point Sur la diminution de point en point, ils baissent en fait tout ce qui était assez peu joué. Alors, ils n'ont pas augmenté de points en point, c'est ça qui est assez marrant, c'est qu'il y avait quand même des unités qui étaient quand même surjouées, on aurait pu quand même taper dedans, on pense au Wargog Prophet avec son masque, ou potentiellement aux Ragers, ou aux trucs qui ont quand même bien perfait, qui ont été quand même surjoués. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont baissé surtout les nouvelles unités et les nouvelles gammes, qui en fait ont du mal à percer quand elles sont sorties. Donc la refonte des Hard Boys par exemple, le nouveau perso Hard Boys qui les buff, qui est quand même sympathique, et puis les 3 cochons. Donc vous savez, il y a ces gros cochons là énormes qui sont sortis, donc vous avez 3 versions, une version avec un équipage et un personnage, une version équipage et une version sans rien, un peu tout nu, un gros cochon tout nu. Donc c'est le Princesse Mononoke quoi, le truc. Et en fait ils ont boosté la règle des cochons, qui fait qu'ils avaient une nouvelle règle du jeu qui s'appelait le momentum. On s'attend à peut-être de nouvelles unités qui vont avoir ce momentum là, où en fait quand vous courez ou vous chargez, vous gagnez du momentum, mais avant vous perdiez un point de momentum à la fin de chaque tour. Donc, vous voyez, ce qui fait que c'était une galère, parce qu'en fait on n'arrivait jamais au super bonus et tout. Là c'est à la fin de chaque battle round, donc ça veut dire que quasiment au T2 vous allez avoir
tous vos gros cochons qui vont être quasiment au max de leur momentum. Donc ça, c'est un très bon ajout. Et en plus, ils ont baissé leur coût en points. Donc en fait, ça commence à être des unités qu'on commence vraiment à regarder. Que ce soit en Iron Joe, en Big Wag pour s'apporter un monstre qui peut être différent de Gobsprak et tout. Donc je pense que ça va réouvrir un peu des optiques de jeu, de nouvelles listes. Et puis on va devoir changer les compositions d'armée parce qu'il faut choisir maintenant son général vraiment pour pouvoir déclencher l'ensemble des tactiques et faire un vrai choix sur ce truc-là. Donc j'aime bien, c'est bien parce que ça permet de redécouvrir le livre, encore une fois sans massacrer l'ensemble des sous-factions. Donc pour le coup, c'est une bonne chose. On continue avec les peaux vertes, mais une autre famille, avec les Gloomspite Git, c'est-à-dire les gobelins. Ici, alors c'est compliqué, puisque quand l'armée était sortie, mais c'est pas qu'elle était trop forte, c'est qu'en fait, on jouait en V15. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Derrière Games, ils sont arrivés, ils ont fait Nerf Hammer, ça n'a même pas suffi. C'est-à-dire que quand tu vois des personnages qui prenaient quasiment 40% de coups en points, enfin, il y en a un, c'était quand même complètement déconnant. Et c'est resté quand même très fort. Là, on voit néanmoins une baisse de certains coups en points et une augmentation, mais mineure sur d'autres. Aujourd'hui, où est le Gloomspite? Est-ce que c'est toujours une armée qu'il faut fuir? Ou au contraire, est-ce que c'est plutôt OK et on est resté malheureusement sur une image un peu passive? C'est difficile de juger puisque j'observe Yorin, qui lui est un joueur Gloom, mais tu mettrais n'importe quelle armée dans les mains, il serait fort. Ouais, c'est un peu le problème de Gloomspite, c'est qu'aujourd'hui, il réunit des mécanismes multiples qui font que ça sera toujours une armée forte, quelle que soit l'évolution. Elle s'adaptera au metagame, etc. Et tant qu'on ne stoppe pas à grands coups de nerfs certaines unités ou certains mécanismes, ça ne bougera pas. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a un scoring qui est extrêmement fiable. C'est-à-dire qu'on va tenir, on a des bonnes batailles tactiques, on a une bonne grande stratégie, donc on peut s'adapter aux saisons en cours et aux différents types d'unités qui vont être mises en avant par Game Workshop, aux différents mécanismes que Game Workshop peut mettre en avant. Ensuite, on a un mécanisme de survivabilité, c'est-à-dire qu'on peut ramener des unités à vie, donc c'est-à-dire qu'on va tenir les games difficiles face à des armées qui reviennent. Donc on peut jouer avec Sublight, on peut jouer avec Seraphon qui invoque, on peut jouer contre les armées du chaos qui vont avoir des systèmes d'invocation, parce qu'on a notre propre système pour ramener, qui est en plus plutôt d'une bonne fiabilité. D'ailleurs, on associe ça avec le côté attrition, c'est la capacité à tuer les figurines ennemies, et ça, pour le coup, on est très bon, parce qu'on est gobelins et qu'on a plein de buffs, des unités très fortes, qui vont en plus très vite, etc. Donc quand vous associez ces trois-là, c'est-à-dire que vous n'avez pas de problème à jouer en fait à Warhammer Age of Sigmar, quel que soit votre adversaire. Et aujourd'hui, il y a des petits nerfs, donc ça a pris 10 points par-ci, 10 points par-là sur les Bounders, c'est des unités qui étaient surjouées et tout. Bon, ok quoi, mais en fait les unités, il y avait déjà plein de trucs sur table, ça revenait, ça tenait toutes les parties contre quasiment toutes les armées du jeu. Voilà, donc bien manié, avec des bonnes listes, etc., ça va rester très bon. Voilà. Les seules baisses en coups en points ont été sur la partie araignée, qui est la seule qui n'est pas jouée, puisqu'on voit de temps en temps des full trolls et beaucoup quand même de squig mis en avant. Donc moi je pense que l'armée va rester là où elle est, elle n'a pas bougé, ça reste une très très bonne armée. Voilà, je pense qu'elle ne se fait pas dépasser par d'autres, elle va rester dans son top de ce qui se fait aujourd'hui, c'est-à-dire peut-être un top 8 des armées qui sont choisies pour aller en compétition par équipe ou ce genre de choses. Mais ça reste une très très bonne, donc ne boudez pas Gobelin, vous pouvez toujours y aller, ça reste excellent et puis c'est toujours très fun en plus d'être fort. Yes, on va maintenant passer au Son of Behemoth. C'est rigolo, eux, je pense que c'est l'armée qui a fait le plus de yo-yo dans cette troisième édition. Ils ont commencé, on pouvait juste pas les battre parce que mathématiquement on n'avait pas assez de balles pour pouvoir justement les sécher, ils comptaient trop pour les objectifs. Derrière, ça a été un changement de saison et ça a fait voilà, on les a juste pas vus pendant 8 mois. Enfin, ouais. Mais on les voyait pas, c'est-à-dire que même les joueurs s'étaient résignés à ne plus les jouer. C'était un job. Parce que oui, mais en fait, Game Workshop a sciemment dit on va sortir une saison où en fait, en gros, on leur enlève leur saveur. C'est ouf. Derrière, ils sont revenus avec un livre d'armée qui n'était pas forcément en adéquation avec la saison, mais l'arrivée de Brod et de nouveaux mécanismes de jeu. Là derrière, il y a une armée de renom qui arrivait pour eux, suivie d'une diminution de coups en points, au moins sur les gros, qui fait qu'on pouvait les mettre dans n'importe quelle configuration. C'est-à-dire que si on voulait prendre 4 fois le même, et ben on pouvait, notamment au niveau des Gatebreakers qui étaient les plus chers historiquement. Et là, on a la bonne surprise de nouveau de voir justement une diminution des coups en points. Alors c'est à la marge, mais c'est peut-être 10 points justement sur les petits quand ils se sont pris seuls. C'est de nouveau 10 points sur le War Stampart pour le rendre plus compétitif par rapport au Gatebreaker. Et on a aussi justement le gros pool avec quand on décide de jouer trois petits. Ouais. Ensuite, au niveau des changements de règles, il n'y en a pas énormément, sauf une au niveau justement du cri de tremblement de terre. Bon, à l'heure où on vous parle et on tourne cette revue du Battle Scroll, le tournoi en Amsterdam vient de se dérouler, un tournoi de 100 joueurs en solo qui vient d'être remporté par un Sons of Behemoth. Ça fait longtemps que les Sobs n'avaient pas gagné de tournoi, dédicace à notre Français qui a remporté la victoire, mais ça montre à quel point Sob est revenu dans le game et pas par la petite porte, quoi, par la porte des Sons of Behemoth, donc une porte de 12 mètres sur 12, et ils ont tout éclaté sur leur passage avec la sous-agence Brod. À noter que cette nouvelle... Dont les décors, donc ça a une meilleure puissance de tir, meilleure puissance de tanking,
Scoring qui a été touché, mais finalement pas tant que ça, donc ça va. Et surtout, la nouvelle baisse de coût en points permet de nouvelles compositions. C'est-à-dire qu'on rentre enfin dans une composition, on peut rentrer potentiellement 3 gros et 4 petits. Ce qui est, si on met, pour ça, il faut choisir un War Stomper, un Gatebreaker ou Broad. Et ensuite, on peut rentrer 4 petits. Donc, on a plus d'unités sur table qu'avant, au fur et à mesure des baisses de coût en points. Ou alors, on peut rester sur un 3 gros, 3 petits avec une bonne puissance de frappe, une bonne puissance de tir. Mais donc, l'armée est aujourd'hui très forte, révèle d'être les meilleures armées du méta. Vient de gagner en plus une tactique potentiellement si jamais ils étaient dans une game un peu galère, etc. Sur celle dont on a parlé au tout début. L'armée, pour moi, se place dans le top de ce qui se fait actuellement. Et extrêmement agréable à jouer dans cette sous-allégeance là. Je pense que par contre le sub classique comme on le connaît est ok, mais par contre ne rivalise pas du tout avec son cousin de la sous-allégeance. C'est-à-dire que l'armée de renom est vraiment à, je sais pas, pour moi 30% au-dessus en termes de puissance par rapport à l'autre. C'est un peu dommage, c'est-à-dire que imaginons que demain une nouvelle version sorte, est-ce que si elle comprend pas cette armée de renom, est-ce que sub finalement retourner tu vois plus bactère dans une composition où ça sera moins agréable. Voilà, c'est dommage que ça se résume à ça et que ça soit pas tout le livre qui ait pris un peu plus qui ait plus le vent en poupe. Donc à voir pour les prochains mois. Donc en tout cas ils ont au moins je pense 6 mois devant eux très agréables. Et en plus c'est pas forcément désagréable de jouer contre, donc clairement ça fait plaisir, et puis c'est une armée qui est iconique maintenant sur table. Et on va terminer les amis avec toujours des mecs en slip mais de plus petite taille avec les Ogor Moy Tribes. C'est assez intéressant, quand l'armée était sortie déjà on a tous été surpris de se dire que Game Workshop l'avait V3ifiée, c'est-à-dire l'avait couverte avec cette édition là, puisqu'on était quand même sur une armée qui avait intégré dans Warhammer Battle l'infanterie monstrueuse et ainsi de suite, et on pensait pas les revoir sur AOS. Ouais. Et donc ils l'ont fait, ils ont créé la surprise, c'était super cool. Derrière ce qui est très bizarre c'est que l'armée en gros était quand même super intéressante dans son écriture, aussi bien sur le corps à corps que sur le tir, mais c'est clairement le tir qui a pris le pas, avec une des listes qui avait, je crois, créé le plus de frustration peut-être sur cette 3e édition, par la polarité qu'elle avait donnée justement sur le méta, avec des listes full tir, que des gros canons, des lead bletchers, c'est-à-dire des gros aussi des ogres qui portaient d'autres petits canons, et derrière Game Workshop Paris EV, ils ont fait un gros nerf hammer sur le coup en point, ça a continué un tout petit peu de perf, et derrière ils sont partis sur d'autres choses où ils sont juste partis tout court, et là justement il y a une petite ajustement des coups en point, même justement sur les lead bletchers, ce qui fait un petit peu plaisir. Ouais, bah en fait l'armée maintenant elle est vraiment rentrée dans le rang, elle est bonne, elle a un bon système de scoring dont on parlait, une attrition qui est tout à fait correcte, c'est-à-dire qu'elle arrive à rivaliser avec des très très bonnes armées dans ce domaine-là. C'est devenu une armée globalement qui est, je pense, un bon étalon de ce qui se fait en termes de puissance. Il n'y a rien de truc trop pété, ils ont quelques entrées qui sont vraiment un peu iconiques. Le boss sur le Frostlord, bah, ça reste un des meilleurs monstres montés de tout le jeu en termes de dégâts, difficulté à le tomber et tout. Ils ont maintenant un retour de l'infanterie monstrueuse. Eux, la cohésion par 6, ça leur a fait tellement de bien avec les packs de gloutons qui sont enfin d'une jouabilité simple et efficace. Donc clairement, moi je trouve que l'armée, elle est actuellement au top. Donc toute petite baisse en points, c'est toujours agréable. Ça permet peut-être de rentrer des nouvelles compositions en termes de style. Typiquement les Mantfang, c'est une unité qui est très bonne contre le tir, du fait qu'elle a un -1 pour être blessée contre celui-là avec les bannières et tout, et donc ça peut être une armée aussi qui peut aller chercher des anti-tirs si jamais il y en a, et qui du coup peut être toi c'est Gnoblar au-dessus du drapeau qui dit que t'as -1. Ouais, il est efficace. Elle est très efficace. Donc du coup moi je trouve que c'est une bonne armée aujourd'hui. On peut tout à fait se lancer dans la collection. Je pense qu'elle est suivie par Game Workshop parce qu'on a vu qu'ils ont sorti, on vous l'a montré sur la chaîne, des nouvelles unités, un nouveau décor de faction. Donc on est maintenant sur une faction qui a le choix entre 2 terrains de faction quand elle va jouer. Donc c'est aussi sympa, ça permet d'offrir de la rejouabilité, des nouvelles choses. Décor de faction qui s'associe avec le boucher très bien, qui en plus vient de prendre une baisse, donc bah hop, on peut retenter des choses et de nouvelles compos. Moi je trouve ça top. Il y a un nouvel élan sur les Ogors qui se fait petit à petit, calmement, et qui fait que l'armée aujourd'hui elle est parfaitement équilibrée et tout à fait jouable. On a fait le tour les Wargamers de ce qu'a fait ce petit patch d'équilibrage pour Age of Sigmar 3e édition, en espérant donc que le semestre qui nous reste à vivre potentiellement avec cette édition justement soit frais et plaisant. En tout cas pour le coup là en termes de théorie tout a été mis en place pour ça. Toi qu'est-ce que tu attends justement donc de ces derniers mois et qu'est-ce que tu as finalement? Ce qui est intéressant c'est que Game Workshop a mis l'accent par plusieurs points sur le plaisir de jeu à Age of Sigmar. Donc il touche le plaisir de jeu dans un milieu compétitif, mais aussi le plaisir de jeu dans un milieu associatif ou même vraiment hobbyistique, détente, en famille ou quoi que ce soit. Et je trouve que c'est un bon point de vue et qu'en plus ils le font bien, c'est-à-dire qu'ils le font avec délicatesse pour moins perturber les gens qui ont acheté des figurines, qui ont peint des choses, qui ont créé peut-être des armées à thème avec des types de figurines et tout. Et donc on rentre dans une vague où on se rend compte que Game Workshop adapte finalement son équilibrage et là nous emmène vers
5-6 derniers mois de V3 en disant bah maintenant, vous savez quoi, on a réussi à bien équilibrer notre truc, prenez une dernière dose de plaisir avant qu'on prépare un peu la next step. Moi je le prends comme ça et je prenais déjà beaucoup de plaisir à jouer à Age of Sigmar durant les dernières semaines, derniers mois où je trouvais que le jeu était vraiment intéressant. Quelques petits trous dans la raquette mais qui n'étaient pas désagréables plus que ça en tout cas. Et là je trouve que je me dis bon bah là j'ai une route qui m'emmène par exemple pour moi jusqu'au championnat du monde et je me dis j'ai hâte en fait de jouer ces championnats du monde là dans cet écosystème qu'ils ont créé parce que je sens que je vais prendre du plaisir, ça va être sympa, je vais pouvoir jouer toutes mes parties sans plus de frustration que ça et pouvoir développer et aller rechercher peut-être des choses dans de nouvelles armées ou des armées que je jouais avant et que j'ai un peu laissé de côté. Donc clairement c'est le parfait curseur pour un Battle Scroll de ce qu'on peut attendre. Eh bien écoute, pas mieux mon Titi, merci infiniment à toi justement d'être venu débroussailler un petit peu tout ça. J'espère vous galvaniser pour monter, peindre et surtout jouer vos figurines. Les amis, si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller sur son Tipeee, le lien sera en description. Et nous on vous dit à plus les Wargamers.